Et si je vous disais que les extraterrestres que nous imaginons tous comme de petits hommes verts pourraient en réalité ressembler à des terriens tout à fait normaux et se détendre en Europe? C'est la péninsule ibérique, et les personnes qui y vivent sont sous suspicion. Voici la raison. D'une manière ou d'une autre, des parties des artefacts les plus importants de la civilisation ibérique, appelés trésors de Villena, sont fabriqués à partir de métal qui ne peut tout simplement pas être trouvé sur Terre, car c'est du métal provenant d'une météorite. Abordons cela étape par étape. Voici l'artefact lui-même, trésor de Villena, et il est composé de 59 objets différents. Des bols, des bouteilles et des bracelets. Y a-t-il un motif là, avec tous ces baies? Au total, la découverte pèse environ 9 kg, dont 8 kg sont en or de 23,5 carats. Si vous n'êtes pas un spécialiste du métal, je vais vous éclaircir cela tout de suite. À titre de comparaison, l'or 23K est composé à 95,8% d'or pur, donc l'or 23,5K est encore plus pur. Le pourcentage restant correspond à d'autres métaux qui aident à ajouter de la résistance et de la durabilité à l'alliage précieux. Il y avait aussi de l'argent, du fer et de l'ambre dans cet ensemble. L'artefact aurait pu être assez simple, mais pour ces deux-là, appelons-les imposteurs. Regardez ce bracelet en fer forgé et cette hémisphère creuse. Voyez-vous cela? Ces lignes rouillées sur l'hémisphère et la couleur étrange du bracelet se démarquent vraiment, puisque tout le reste est constitué du plus pur or. Tout a commencé en 1963, lorsqu'un chercheur a remarqué un métal sombre plombé parmi les bols et bouteilles brillants. Le métal était brillant à certains endroits et recouvert d'un oxyde d'apparence ferreuse qui était principalement fissuré. Pour que vous compreniez bien, l'or ne se comporte généralement pas de cette manière. L'or est l'un des métaux les moins réactifs. Il ne se ternit donc même pas, encore moins rouille. Pour déterminer d'où provenait ce fer suspect, les chercheurs ont utilisé la spectrométrie de masse, qui examine le rapport masse-charge des molécules. Leurs découvertes ont montré que le nickel dans le fer est similaire à celui que l'on trouve dans le fer météoritique. En termes simples, le bracelet et l'hémisphère sont d'origine extraterrestre. L'âge exact de ce trésor est difficile à déterminer, mais il est crucial. Nous devons connaître l'âge exact pour voir s'il coïncide avec le début de l'âge du fer dans la péninsule ibérique. Si c'est le cas, alors pas de questions supplémentaires ici. Mais si ça ne l'est pas, eh bien c'est pour le moins étrange, sinon suspect. Donc, il existe ce système des trois âges. Il se compose de l'âge de la pierre, puis de l'âge du bronze, et enfin de l'âge du fer. L'âge de la pierre n'est pas important ici. Comparons les âges du bronze et du fer. L'âge du bronze a commencé lorsque l'on s'est rendu compte que la combinaison du cuivre et de l'étain produisait un matériau plus durable que chacun de ces métaux pris séparément. Cette ère était entièrement consacrée à de grandes améliorations des outils et des armes. Mais deux inventions majeures se sont distinguées, les systèmes d'écriture et la roue. Puis vint l'âge du fer. Cette période était entièrement consacrée à l'introduction progressive du fer dans la vie quotidienne. Le fer était beaucoup plus facile à modeler en designs astucieux que le bronze. C'était important parce que le fer, surtout lorsqu'il était transformé en acier, apportait des améliorations significatives dans tous les aspects de la vie. Les outils devenaient plus légers, moins chers et plus résistants par rapport à leurs équivalents en bronze. Vous suivez? Parfait. Ainsi, les chercheurs ont longtemps débattu de savoir si le trésor remonte à l'ère post-argarique ou à la dernière partie de l'âge du bronze. La dernière étude affirme que ces artefacts ont été créés entre 1400 et 1200 avant Jésus-Christ. Et quelque chose ne colle pas vraiment. Tout d'abord, l'âge du fer a commencé environ 500 ans après la création de ces artefacts. De plus, les anciens artisans ne pouvaient pas savoir à l'époque comment travailler avec des métaux qui sont arrivés sur Terre il y a environ 1 million d'années. Et bien que les dates soient vraiment difficiles à expliquer, il existe une explication logique pour l'artisanat. La théorie ici est que ces métallurgistes avaient simplement accès à la météorite tombée, et ainsi ils pouvaient bien l'étudier et découvrir ses propriétés avant de l'utiliser à des fins décoratives. Ils auraient pu le découvrir par essai et erreur, et une fois qu'ils savaient exactement comment travailler avec ce métal extraterrestre, ils ont procédé à orner les artefacts avec lui. De plus, il y avait les Phéniciens qui ont contribué à leur artisanat. Il est vrai que les peuples ibériques travaillaient le métal et fabriquaient de la poterie bien avant que les Phéniciens ne s'installent sur la péninsule.
Mais l'arrivée de nouvelles techniques de travail des métaux et l'introduction du tour de potier leur ont permis de produire des biens de meilleure qualité beaucoup plus rapidement qu'auparavant. Alors, nous avons découvert les origines extraterrestres des artefacts ibériques, mais devinez quoi? Cette zone est toujours suspecte. La raison en est la langue qu'ils parlaient. Vous voyez, pour la plupart des langues modernes utilisées aujourd'hui, il y aura toujours une proto-langue. Par exemple, pour l'italien, l'espagnol et le français, c'est le latin, d'où leur similitude. Mais attendez, l'ibérique était largement parlé, là où se trouve l'Espagne moderne. Pourquoi l'espagnol n'y ressemble-t-il pas? La vérité, c'est qu'aucune langue aujourd'hui ne ressemble à l'ibérien, peut-être seulement le basque, mais c'est en raison de quelques similitudes trouvées dans leur système numéro. Le basque est classé comme une langue isolée, ou simplement non apparentée à toute autre langue connue, et la seule langue isolée en Europe. La langue ibérienne est non classifiée. Bien que les écritures rédigées en elle aient été déchiffrées à divers degrés, la langue elle-même reste largement inconnue. Et regarde l'alphabet qu'avaient les Ibériens, on dirait qu'il n'appartient pas vraiment à notre planète. Oh, attends un peu, celui-ci pourrait être un peu tiré par les cheveux. Quand les Phéniciens sont arrivés sur la péninsule, ils ont apporté leur alphabet pour les Ibères. Mais honnêtement, les Ibères n'étaient probablement pas enclins à simplement copier le système d'écriture de quelqu'un d'autre, alors ils l'ont modifié jusqu'à ce qu'il paraisse complètement différent. Disons juste qu'ils ont pris un peu d'inspiration et s'en sont allés avec. Bien que les linguistes puissent deviner dans une certaine mesure comment la plupart des caractères sonnaient, traduire réellement la langue reste totalement impossible. La langue ibérique était non indo-européenne et a disparu il y a plus de 2000 ans, et il n'y a pas de langue similaire restante pour nous aider. Super frustrant, n'est-ce pas? Nous avons plus de 2000 inscriptions ibériques provenant de tombes, de pièces de monnaie, de poteries, de plaques de plomb, et même de gravures sur les parois des grottes. Mais à part une poignée de mots, nous sommes totalement dans le flou quant à leur signification. Si nous pouvions comprendre leur langue, nous aurions peut-être appris qu'ils étaient de grands penseurs et tout. Mais nous ne pouvons qu'admirer les œuvres d'art qu'ils ont laissées. La culture ibérique regorge de créations étonnantes réalisées par des artisans talentueux. Nous parlons non seulement de métallerie et de céramique, mais aussi de sculptures détaillées, de textiles, de bijoux et d'autres parures personnelles. Mais voici le hic. La fabrication de tous ces articles de luxe dépendait beaucoup d'une grande classe agricole. Au cœur de la société ibérique, la plupart des gens étaient impliqués dans l'agriculture et l'élevage du bétail. Selon l'endroit où vous vous trouviez, les types d'agriculture variaient. Par exemple, au nord, ils étaient entièrement consacrés à la culture des céréales, tandis qu'à Valence, ils se concentraient sur la production d'huile d'olive et d'autres aspects agricoles. À l'ouest, l'élevage était le centre d'intérêt. Cependant, nous n'avons pas beaucoup d'informations sur la vie quotidienne des nombreuses personnes effectuant ce travail essentiel. À l'inverse, nous en savons beaucoup sur la classe supérieure de la société ibérique qui contrôlait ses ressources agricoles et engageait les artisans. Dès le 7e siècle avant notre ère, nous commençons à observer un groupe de princes ibériques qui vivaient une vie de luxe, commerçaient avec les Phéniciens et profitaient d'objets de luxe sophistiqués. Vous pouvez reconnaître cette classe d'élite à travers leurs pratiques funéraires. La crémation était la méthode privilégiée pour les funérailles parmi les Ibères, et les individus riches étaient souvent trouvés dans les cimetières, avec toutes sortes de biens somptueux et de sculptures funéraires qui nous donnent un aperçu de la mode et des coiffures des riches. Fait intéressant, à partir du 6e siècle avant notre ère, il y a eu une baisse notable du nombre de sépultures reconnaissables, ce qui suggère que ces coutumes funéraires élaborées sont devenues plus exclusives à une petite élite. Pendant ce temps, le destin de la majorité, agriculteurs, artisans, soldats et ouvriers qui constituaient une grande partie de la population, reste en partie un mystère. Il s'agissait autrefois d'une civilisation assez avancée, mais elle a disparu sans laisser de traces. Les chercheurs pensent que cela pourrait être dû à un énorme tremblement de terre. Mais jusqu'à présent, nous n'en sommes pas sûrs. Des mygales aux serpents venimeux, les créatures australiennes suscitent une crainte bien partagée. Je ne fais pas exception. Pourtant, des fossiles récemment mis au jour révèlent qu'il y a 120 millions d'années, ce territoire était infiniment plus périlleux, entièrement dominé par d'immenses mégaraptors aux griffes acérées. Je ne regrette vraiment pas de ne pas avoir vécu à cette époque.
Ces prédateurs mesuraient près de 8 mètres et se déplaçaient sur 2 jambes, à l'image du célèbre tyrannosaure. Ils étaient rapides, redoutables et possédaient une forme de super pouvoir. Leur étreinte, leurs puissants avant-bras, dotés de longues griffes recourbées, leur permettaient de saisir fermement leur proie. Ils les enserraient dans une étreinte implacable, rendant toute fuite impossible. Leurs dents, bien que de taille modeste, restaient suffisamment acérées pour lacérer les chairs. Les mégaraptors furent évoqués pour la première fois à la fin des années 90, lorsqu'un paléontologue découvrit leurs restes fossilisés en Patagonie, au sud de l'Argentine. Depuis cette révélation, aucun squelette complet n'a jamais été exhumé, seulement des fragments épars. Toutefois, la découverte sans doute la plus significative à ce jour a eu lieu en Australie, en tout début d'année. Alors qu'ils arpentèrent les somptueuses côtes de la région de Victoria, des chercheurs sont tombés par hasard sur des ossements de mégaraptors. Ils ont d'abord identifié des fragments de jambes et quelques vertèbres rejetées sur le rivage. Bien que le matériel soit limité, une analyse approfondie a permis de confirmer qu'il s'agissait bien d'un mégaraptor. Et pas n'importe lequel. Le plus ancien jamais identifié. Cette trouvaille s'avère d'autant plus enthousiasmante qu'elle renforce l'hypothèse selon laquelle ces dinosaures pourraient avoir vu le jour en Australie. Cependant, leur présence sur ce continent n'est pas une révélation récente. Dès 2023, des scientifiques y avaient mis au jour le sommet d'un crâne ayant appartenu à un mégaraptor. Revenons un instant en arrière. Leurs premiers restes ont été découverts en Argentine, n'est-ce pas? En effet. Pourtant, plusieurs années plus tard, des chercheurs ont mis au jour des fossiles appartenant à la même lignée de dinosaures à l'autre bout du globe, en Australie. Si ceux d'Océanie sont plus anciens, comment ces créatures ont-elles pu terminer en Amérique du Sud? Naturellement, ils n'ont pas volé jusque-là, et ils n'ont pas non plus traversé les océans à la nage, même si une hypothèse suggère qu'ils en étaient peut-être capables. Gardez à l'esprit que nous évoquons une époque remontant à plusieurs millions d'années. À ce moment-là, l'Australie et l'Argentine étaient en réalité voisines. Elles formaient une entité commune. Ces deux territoires faisaient partie intégrante du supercontinent de Gondwana, auquel ils étaient reliés par l'Antarctique. Mais attendez, ce passage n'était-il pas glacé? Certes, ces dinosaures ont dû franchir l'Antarctique pour atteindre leur destination, mais ils n'étaient pas transis de froid pour autant. Cet épisode s'est déroulé au milieu du Crétacé, une période marquée par un climat remarquablement chaud. À cette époque, les pôles étaient tapissés de végétation plutôt que de glace. Disons qu'ils ont pleinement tiré parti de ces conditions clémentes pour effectuer la traversée. Puis, il y a environ 180 millions d'années, le supercontinent de Gondwana a entamé sa fragmentation. À un moment donné, l'Australie s'est détachée et a dérivé, rompant ainsi avec les autres terres, y compris l'Amérique du Sud. Voilà pourquoi les mêmes espèces de dinosaures ont émergé dans des régions du monde radicalement éloignées. Le mystère étant levé, revenons à cette récente découverte. Les chercheurs n'ont pas simplement identifié quelques restes de mégaraptors sur le rivage. En tout, ce sont 250 ossements de dinosaures qui ont été exhumés sur place. Toutefois, seuls 5 d'entre eux présentaient un intérêt véritable. Ils étaient attribués à 3 espèces distinctes qui, comme il s'est avéré, cohabitaient dans la région du Victoria à la même époque. Nous avons donc déjà évoqué les 2 premiers ossements, issus d'un mégaraptor. Passons à présent à un tibia appartenant à un Unenlagina, en espérant que je n'écorche pas son nom. Ce dinosaure, parfois désigné comme le raptor du Sud, appartient à la famille du dromaéosaure et se distingue notamment par un museau allongé. Les 2 derniers tibias, de tailles inégales, proviennent d'un Carcharodontosaurus, un nom qui signifie « lézard aux dents de requin ». Ce spécimen revêt une importance particulière pour 2 raisons. Tout d'abord, il constitue la première preuve concrète attestant la présence de cette espèce en Australie. Ensuite, sa petite taille s'est révélée tout à fait inattendue, étant donné que cette espèce a toujours été perçue comme gigantesque. En Argentine, des fossiles ont montré qu'elle pouvait atteindre environ 11 mètres. Celui découvert en Australie, en revanche, ne mesurait que 2 à 3 mètres, ce qui représente un écart saisissant. En somme, la hiérarchie des prédateurs différait radicalement entre ces 2 régions. En Amérique du Sud, les Carcharodontosaures atteignaient des dimensions colossales, comparables à celles du T-Rex, surpassant en taille les mégaraptors et imposant leur domination sur tout le territoire. Mais, en Australie, la situation était à l'inverse. Des mégaraptoridas massifs et redoutables y coexistaient avec des Carcharodontosaures plus modestes. Cette répartition particulière des rôles souligne la singularité du cadre écologique qui régnait alors dans la région de Victoria.
Bien que des restes de dinosaures aient été découverts dans l'ouest et le sud du pays, l'essentiel des fossiles provient de la région orientale de l'Australie, du Queensland notamment. C'est là que les chercheurs ont mis au jour un vestige véritablement exceptionnel, un crâne de dinosaure remarquablement bien préservé. L'analyse a révélé que cet os appartenait au 4e spécimen de titanosaure jamais mis au jour. Ce groupe de dinosaures comprend des créatures gigantesques au cou démesurément long, semblables aux brachiosaures, mais que certaines dépassaient en taille, atteignant jusqu'à 37 mètres de long. Ce crâne, exhumé en 2018, appartenait au Diamantinosaurus matildae, un nom dont la prononciation représente un véritable défi. D'après les données recueillies, cet animal aurait parcouru la planète il y a environ 88 millions d'années. Cette découverte a enfin permis aux scientifiques de reconstituer pour la première fois l'aspect probable de sa tête. En observant la reconstitution, les chercheurs ont sans doute songé « Tiens, il ressemble étonnamment à son cousin ». Il faisait référence à une autre espèce de titanosaure, au nom tout aussi imprononçable, Sarmientosaurus musakioi. Et devinez où vivait cette créature? En Argentine, pardi. L'étude renforce donc l'hypothèse selon laquelle des dinosaures auraient traversé entre l'Australie et l'Amérique du Sud durant le Crétacé moyen. Le Queensland ne livrait cependant pas là son seul mystère. En 2024, des paléontologues y ont découvert les vestiges fossilisés d'une espèce inédite de ptérosaures, vieille d'environ 100 millions d'années. Ces êtres furent les premiers vertébrés véritablement capables de voler. Ils coexistaient avec les dinosaures et comptèrent parmi les plus redoutables prédateurs aériens, avec des ailes pouvant atteindre 11 mètres d'envergure. Ces vestiges appartiennent toutefois à une espèce inédite du groupe des ptérosaures, que les chercheurs ont sobrement baptisé Halischia peterseni, un nom certes moins chantant que Hakuna Matata. Par rapport à leurs cousins, ces créatures étaient de taille plus modeste, avec une envergure d'environ 4,50 mètres. Cela reste néanmoins supérieur à celle de l'albatros hurleur, l'oiseau volant le plus imposant aujourd'hui. Cette espèce de ptérosaure s'avérait redoutable. Elle planait au-dessus des mers à la recherche de proies. Dès qu'un animal était repéré, elle ouvrait ses mâchoires, grandes de 60 cm et garnies de dents acérées. Une fois cette trappe mortelle déclenchée, il ne semblait guère y avoir d'échappatoire. La dernière découverte remarquable que nous évoquons aujourd'hui provient elle aussi du Queensland. Pendant plus de 20 ans, une simple roche est restée exposée à la vue des élèves du lycée de Biloela, sans que personne ne devine qu'elle conservait en son sein 66 empreintes de dinosaures datant d'environ 200 millions d'années. Ces traces furent laissées par un groupe de dinosaures répondant au nom latin d'Anomoepus scambus. Il s'agissait d'animaux de petite taille, dotés de 3 orteils par patte. Tout porte à croire qu'ils étaient largement répandus dans la région du Queensland durant les premiers temps du Jurassique. Cette roche, découverte dans l'enceinte du lycée, agit à la manière d'un cliché fossilisé, offrant un précieux aperçu de ces dinosaures et de leur comportement. Une analyse approfondie a permis d'identifier les empreintes comme appartenant à 47 individus distincts. Ce groupe marchait vraisemblablement le long d'un cours d'eau, ou le traversait peut-être, au moment où leurs pas ont laissé leur empreinte dans l'argile blanche. Par ailleurs, les données de l'étude suggèrent qu'ils se déplaçaient alors à une allure inférieure à 6 km/h. Ainsi, ces marques n'ont été découvertes qu'en Australie, mais des fossiles de la même espèce ont été exhumés ailleurs dans le monde. Ils révèlent des créatures aux longues jambes, au corps massif, aux bras courts et dotées d'une petite tête terminée par un bec. En fin de compte, elles inspirent moins de crainte lorsqu'on apprend qu'elles ne se nourrissaient que de végétaux. Nous avons tous grandi en croyant que Stonehenge était le plus ancien observatoire du monde, mais désormais, il a une concurrence sérieuse pour ce titre. Nabta Playa a été construit à plus de 3919 km de distance, dans le sud de l'Égypte, et des milliers d'années, 7500 avant notre ère, avant Stonehenge, entre 3000 et 1500 avant notre ère. Et même les pyramides de Gizeh, entre 2589 et 2504 avant notre ère. En 1973, un guide bédouin, Eid Marif, est tombé sur un étrange groupe de grandes formations rocheuses en traversant le désert du Sahara. Il a conduit l'archéologue américain Fred Wendorf sur le site situé à environ 96 km du Nil. L'ami et collègue de Wendorf affirme que l'équipe a découvert les pierres en s'arrêtant pour une pause toilette dans le désert. De toute façon, ce qu'ils ont trouvé a changé l'histoire. Au début, Wendorf pensait que les structures en pierre étaient juste des formations naturelles. Mais ensuite, il eut une révélation. Cet endroit était autrefois un lac.
ce qui signifie qu'il ne devrait pas y avoir de roches naturelles ici. Il continua à revenir sur le site pendant des décennies, et au début des années 1990, son équipe découvrit finalement un cercle de pierre qui semblait s'aligner avec les étoiles d'une manière inexplicable. Après 7 longues années à essayer de percer le mystère du site, Wendorf contacta un expert en archéoastronomie. Ils étudient comment les anciens utilisaient les étoiles. Un soir, alors que l'expert était assis dans le sable frais du désert, regardant les pierres, il se rendit compte qu'elles formaient un motif irradiant à partir d'un immense tumulus funéraire. Une par une, au fur et à mesure qu'il creusait dans le sédiment, les mégalithes enterrés commençaient à s'aligner comme les rayons d'une roue. L'équipe avait déjà utilisé la datation au radiocarbone pour tester des échantillons provenant de foyers et de toitures en bois de tamaris trouvées à l'intérieur du cercle de pierre. Nabta Playa comptait des dizaines de pierres dressées, toutes hautes de quelques pieds. Certaines d'entre elles s'alignaient exactement avec le lever du soleil lors de jours spéciaux, et d'autres correspondaient avec des étoiles brillantes dans le ciel. À l'intérieur du grand cercle, il y avait 6 pierres spéciales qui ont peut-être été utilisées pour des rituels ou pour marquer des moments importants de l'année. Autour d'elles, 29 pierres dressées pourraient avoir fonctionné comme un calendrier simple pour aider les gens à savoir quand il était temps pour quelque chose d'important, comme le solstice d'été, le jour le plus long de l'année. Lorsque le soleil se levait juste au bon endroit, c'était un signe que la saison des pluies approchait. Le cercle de pierre était autrefois aligné avec les étoiles les plus brillantes du ciel septentrional. Arcturus, Sirius et Alpha du Centaure. Certaines pierres pointaient même vers la constellation d'Orion. En suivant le mouvement d'Arcturus à travers le ciel, ils ont découvert qu'il correspondait parfaitement au cercle autour de 4800 avant notre ère. Cela signifie qu'il s'agit du plus ancien site astronomique jamais découvert, et les habitants de Nabta Playa observaient peut-être les étoiles des milliers d'années avant même l'invention des télescopes. Il semble que cela avait une énorme signification pour les personnes vivant et voyageant à travers le désert. Il y a plus de 1000 ans, la longue, froide et sèche ère glaciaire qui avait duré des dizaines de milliers d'années commençait enfin à s'estomper. L'Afrique du Nord a reçu des pluies et des moussons massives qui ont rempli les lacs saisonniers, Playa. Ainsi, certaines parties du désert se sont transformées en oasis éphémères. Pour les peuples nomades qui parcouraient dans cette terre inhospitalière, ces pluies estivales étaient tout. Leur mode de vie tout entier tournait autour du bétail. Lorsque les archéologues ont ouvert le tombeau central à Nabta Playa, ils ont découvert des ossements de bovins et même un énorme rocher sculpté en forme de vache. Les personnes qui l'ont construit ont utilisé les étoiles pour se guider et trouver des points d'eau cachés comme Nabta Playa, qui contenait probablement de l'eau pendant environ 4 mois par an, à partir des moussons d'été. Mais il n'y avait pas d'étoiles polaires à l'époque. Ils se sont donc plutôt orientés en utilisant les étoiles brillantes et la façon dont le ciel semblait tourner en cercle au-dessus d'eux. Lorsque les lacs étaient au plein, les pierres debout étaient en partie submergées. Et depuis la rive ouest, vous pouviez voir le reflet des étoiles sur l'eau sombre. Nabta Playa est bien moins célèbre que Stonehenge, peut-être parce que ces pierres étaient enterrées, alors que le célèbre site en Angleterre était accessible aux visiteurs depuis des milliers d'années. Malheureusement, lorsque Nabta Playa est devenu célèbre, certains touristes ont endommagé des parties en déplaçant des pierres, ce qui a perturbé les alignements stellaires anciens. Pour le protéger, les autorités ont déplacé l'ensemble vers un musée, où les gens peuvent voir les pierres et la statue de vache sculptée sans les endommager. L'observatoire égyptien n'est pas la seule construction semblable à Stonehenge. Il existe des versions qui ont été utilisées à des fins différentes. De l'Allemagne, anneau de Pemelt, et la France, alignement de Karnak, aux États-Unis, Stonehenge d'Amérique dans le New Hampshire et aux Andes dans le nord du Pérou. Ce dernier est en fait l'une des plus anciennes grandes structures jamais construites dans cette région. La place circulaire est constituée de 2 immenses murs de pierre disposés en anneaux. Elle était probablement utilisée pour des cérémonies et des rassemblements. Les scientifiques ont effectué une datation au carbone et ont estimé son âge à environ 4750 ans, ce qui signifie qu'elle a été construite avant les grandes pyramides d'Égypte et Stonehenge. La place comportait 2 entrées et une couche spéciale d'argile, de terre, de gravier et de charbon de bois en dessous. Elle a été soigneusement planifiée et construite. Les archéologues ont également trouvé des pièces en céramique, des cristaux de quartz et des pierres précieuses sur le site, ce qui montre qu'il s'agissait certainement d'un lieu spécial. Des gens l'ont visité pendant des siècles, mais à un moment donné,
Vers 500-200 avant Jésus-Christ, il a été fermé, probablement en raison de l'évolution des croyances et des traditions. La découverte la plus récente, février 2025, est celle des vestiges d'un grand cercle de bois, datant approximativement de la même époque et ayant des parallèles avec Stonehenge, tout en haut au Danemark. Cette structure en plein air faisait probablement partie d'une zone spéciale où les peuples préhistoriques du néolithique final et de l'âge du bronze ancien, de 1600 à 1600 avant l'ère commune, se rassemblaient pour des rituels et des cérémonies. Le cercle était composé de 45 gigantesques poteaux en bois, formant un énorme anneau d'environ 30 mètres de large. Le bois a disparu maintenant, mais les scientifiques pensent que de hauts bois se dressaient autrefois dans les trous et créaient une impressionnante henge de bois. Personne ne sait exactement à quoi ces cercles étaient utilisés, mais les archéologues ont trouvé des ossements d'animaux et des restes de nourriture sur des sites similaires. Donc les gens se rassemblaient probablement là pour des festins et des rituels. En 2024, des scientifiques ont découvert 2 cercles de pierres anciens datant de la période néolithique dans le parc national de Dartmoor, en Angleterre. Certains archéologues pensent qu'ils pourraient former un arc sacré. Beaucoup des structures de pierre de Dartmoor ont été construites en forme courbée sur les hauteurs au centre de la zone. Il y a longtemps, Dartmoor était couvert de forêts, donc les gens ont peut-être utilisé ces hauteurs comme repères importants. Un des nouveaux cercles découverts s'intègre à l'intérieur de cet arc, mais l'autre est à l'extérieur, au nord. Cela aurait pu être un point d'entrée dans l'arc. Il y a également une levée de terre près des pierres, qui ressemble à d'autres sites néolithiques célèbres, comme le cercle de Brodgar en Écosse et Stonehenge lui-même. Cela signifie que les personnes qui ont construit ces cercles ont peut-être visité Stonehenge ou en ont été inspirées. Des archéologues à Oman ont découvert d'anciens monuments en pierre appelés triliths, qui ont reçu le surnom de Stonehenge arabe. Ils ont été achevés il y a environ 2000 ans. Mais personne ne sait avec certitude qui les a construits ni pourquoi. Les scientifiques ont également trouvé des haches en pierre extrêmement anciennes, âgées de 3000 à 1,3 million d'années, datant de l'époque où les premiers humains ont quitté l'Afrique. Sur un autre site, Nafun, au centre d'Oman, des archéologues ont découvert une tombe néolithique datant d'environ 5000 à 4600 avant notre ère. Il y a 2 chambres contenant les ossements de dizaines de personnes sous une gigantesque structure mégalithique. À proximité, ils ont également découvert des gravures rupestres réalisées par des personnes qui ont vécu dans la région de 5000 avant notre ère à 1000 de notre ère. Et puis, il y a un autre sosie de Stonehenge, cette fois en Arabie Saoudite, qui a été utilisé comme complexe d'appartements il y a des milliers d'années. Des archéologues ont découvert un total de 345 cercles de pierre, en examinant des photos aériennes d'un champ de lave. Chaque cercle mesure entre 4 et 8 mètres de large et possède au moins une grande pierre dressée au centre. Ces structures conservent encore des vestiges de murs de pierre et de portes. Les cercles de pierre comme Stonehenge sont souvent associés à des cérémonies et des rituels. Mais les scientifiques disent que de nombreuses maisons anciennes étaient en réalité construites en forme ronde et que les maisons rectangulaires ne sont devenues courantes que bien plus tard dans l'histoire. Étonnant. Des scientifiques ont mis au jour une cité enfouie sous les pyramides d'Égypte. Sa taille est vertigineuse, bien au-delà de celle du plus vaste hypermarché que vous puissiez concevoir. Galeries, chambres souterraines, structures verticales. Nul ne saurait dire aujourd'hui à quoi elles servaient. Commençons par le commencement. Des chercheurs italiens et écossais étudiant la pyramide de Képhren ont identifié ce qui semble être des tunnels secrets sous 3 pyramides distinctes. Cette découverte pourrait remettre en question nos connaissances sur l'Égypte antique. L'expédition baptisée Projet Képhren fut dirigée par Corrado Malanga, basé à Pise, et Filippo Biondi, affilié à l'université de Strathclyde, en Écosse. Leur objectif principal consistait à explorer la pyramide de Képhren, la seconde plus grande du plateau de Gizeh. Sous la pyramide de Képhren, les scientifiques ont mis au jour une imposante structure. Serait-ce une ancienne cité souterraine égyptienne? En analysant minutieusement leurs relevés, ils ont conclu que 8 grandes formations verticales, peut-être des puits ou des conduits, se dissimulaient en profondeur. Ces éléments s'étendent sur près de 2000 mètres, l'équivalent de 2 tours Burj Khalifa, et demi-posées à la suite l'une de l'autre. Un indice saisissant de l'ampleur de la découverte. Ces puits descendent également à environ 610 mètres sous terre, ce qui dépasse largement la profondeur des stations de métro les plus profondes au monde, qui excèdent rarement les 120 mètres. De forme cylindrique,
Ils sont bordés d'escaliers en spirale, évoquant les tours d'un ancien château gothique. Ils mènent à 2 vastes chambres aux contours inhabituels. S'agirait-il de cubes ou de vasques géantes? Chacune semble mesurer plus de 80 mètres de diamètre. Bien que ces structures aient désormais été identifiées, leur fonction première demeure totalement inconnue. Souhaitez-vous une révélation encore plus troublante? L'équipe est convaincue que des accès similaires existeraient sous chacune des 3 pyramides. Autrement dit, elles pourraient être interconnectées par un réseau secret de tunnels, de galeries et de salles enfouies. Et plus bas encore, à près de 1200 mètres sous la surface, d'autres structures, encore non répertoriées, pourraient sommeiller dans les profondeurs. Et cela ne contribue-t-il pas à nourrir le mystère? L'élément le plus saisissant reste peut-être cette hypothèse formulée par certains chercheurs. Les structures dissimulées autour des pyramides de Gizeh pourraient coïncider avec les légendaires salles d'Amonti. Dans la mythologie égyptienne, ce lieu est décrit comme l'ultime étape des mourants, où l'âme, durant 3 jours, est soumise à un jugement rigoureux et affronte ses terreurs les plus profondes. Mais comment les chercheurs ont-ils pu localiser ces cavités invisibles? Pour ce faire, ils ont mobilisé 2 satellites situés à 680 km d'altitude. En dirigeant des ondes radar vers le plateau de Gizeh, ils ont obtenu des images d'une extrême précision, ensuite recomposées, pour former une modélisation tridimensionnelle du réseau souterrain, incluant les puits récemment découverts. Grâce à la technologie radar à synthèse d'ouverture, ou SAR, capable de traverser la roche, l'équipe a repéré 5 petites structures ressemblant à des salles, dissimulées profondément au sein de la pyramide. L'une d'elles contenait un sarcophage que l'on croyait autrefois être celui du pharaon Khéphren, hypothèse qui fut largement admise jusqu'à cette nouvelle analyse. Aujourd'hui, les scientifiques estiment que cette interprétation était erronée. Le tombeau véritable se situerait sans doute ailleurs. Il reste que ces 5 chambres, jusque-là inconnues, furent révélées uniquement grâce aux récentes explorations radar. Elles semblent disposées en plein cœur de la pyramide, reliées par des corridors souterrains qui s'enfoncent en plus bas. Certains avancent que ces galeries pourraient mener à d'autres chambres, ou puits dissimulés, possiblement âgés de plus de 4500 ans, et susceptibles d'éclairer les énigmes, encore irrésolues, des civilisations antiques. Les premières analyses suggèrent que cet espace enfoui est bien plus complexe qu'une simple succession de salles vides. Il se pourrait qu'un grand nombre de structures soient enfouies à proximité des pyramides de Gizeh. Comment l'expliquer? Certains indices suggèrent que l'ensemble comprend des zones excavées, parcourues d'escaliers en spirale qui s'enfoncent davantage. En affinant les images captées, il serait possible de révéler l'existence d'un vaste réseau souterrain, peut-être même les vestiges d'une ville entière, ensevelie sous le plateau. Malgré l'enthousiasme suscité par ces révélations, nombreux sont ceux qui demeurent sceptiques quant à l'existence réelle de cette cité souterraine. Le manque de validation scientifique par des pairs alimente leurs doutes, incitant plusieurs archéologues et spécialistes en imagerie radar à remettre en cause la fiabilité de ces affirmations. Selon eux, les outils employés pour effectuer ces relevés ne posséderaient peut-être pas la précision technique nécessaire pour restituer des images aussi élaborées de ce qui gît sous la surface. Selon eux, les 5 petites chambres repérées à faible profondeur pourraient n'être que des formations naturelles, d'autant que cette région revêtait déjà une importance rituelle bien avant l'édification des pyramides. Certains vont jusqu'à rejeter totalement le recours aux technologies radar dans un tel contexte, les qualifiant de méthodes non validées sur le plan scientifique et mettant en doute leur fiabilité. Cette découverte a également ravivé les débats autour des traditions mythologiques égyptiennes et de la possible présence de manuscrits anciens enfouis sous le plateau de Gizeh. La configuration des chambres nouvellement identifiées rappelle en effet celle que décrivent les récits sur la légendaire salle des archives, un espace mythique censé préserver le savoir primordial des premiers Égyptiens. Si cela venait à se confirmer, ces découvertes pourraient bouleverser la perception que l'on a de la topographie sacrée de l'Égypte. En outre, l'existence de cette cité perdue sous la pyramide pourrait constituer une preuve tangible de structures souterraines, jusqu'alors insoupçonnées. C'est pour cela que l'équipe du projet Khéphren est impatiente d'entamer les fouilles permettant de vérifier ces hypothèses. Toutefois, obtenir l'aval des autorités égyptiennes constitue un processus ardu. Les résultats devront encore passer l'épreuve d'une évaluation par des spécialistes avant d'être validés par le monde académique. D'ailleurs, cette découverte archéologique fait suite à une autre annonce, celle de la mise au jour d'une structure insolite sous la nécropole royale de Gizeh, que certains chercheurs soupçonnent de ne pas être d'origine naturelle. Grâce à des techniques de télédétection, les archéologues ont mis au jour une étrange structure souterraine en forme de L.
enfouie dans le cimetière ouest de Gizeh. Cette section est réputée pour renfermer les tombes de membres de la royauté ainsi que de hauts dignitaires. Nombre de ces sépultures sont surmontées de mastabas, des édifices rectangulaires en pierre ou en briques de limon, coiffés d'un toit plat. Or, en plein centre de cette nécropole, subsiste une portion dépourvue de toute structure visible en surface. Pour examiner cette zone encore inexplorée, les chercheurs ont recours à la tomographie de résistivité électrique, ERT, et au radar à pénétration de sol, GPR. L'ERT repose sur l'injection de courant dans le sol et sur la mesure de leur résistance afin de révéler d'éventuelles anomalies. Quant au GPR, il projette des ondes radar dans le sous-sol pour en dessiner les formes selon les échos obtenus. À une profondeur d'environ 2 mètres, les chercheurs ont détecté une anomalie. Elle semblait correspondre à une structure souterraine en L, mesurant au moins 10 mètres de long. D'après les relevés, il est probable que cette structure ait été remplie de sable après son édification. Cette découverte a conduit les chercheurs à envisager plusieurs hypothèses. Il pourrait s'agir d'un mélange de sable et de gravier, ou peut-être d'une cavité d'air. L'anomalie a été classée comme hautement résistive, ce qui suggère une origine non naturelle. Le professeur Motoyuki Sato, auteur principal de l'étude et enseignant à l'université de Tohoku, souligne que la netteté des contours appuie l'idée d'une structure artificielle. Un autre élément intrigant concernant les pyramides antiques d'Égypte tient à l'idée, longtemps admise par les historiens, qu'elles furent érigées au profit de la royauté et des élites, seules à posséder les moyens nécessaires. Or, des fouilles récentes menées sur le site archéologique de Tombos, situé dans l'actuel Soudan, viennent remettre en cause cette théorie. Il se pourrait que les pyramides de Tombos aient accueilli, aux côtés des élites, les dépouilles de travailleurs de rang modeste. Les membres laborieux des sociétés antiques auraient ainsi pu reposer dans certains des monuments les plus visibles, y compris les pyramides elles-mêmes. Implantée sur les rives du Nil dans l'ancienne Nubie, la localité de Tombos fut annexée par l'Égypte aux alentours de 1400 avant notre ère, lors de sa conquête de la région. Le site fut alors établi dans le but de renforcer la domination égyptienne. On y érigea des pyramides, bien plus sobres cependant que les gigantesques édifices de Gizeh. Les chercheurs ont repris l'étude de 110 squelettes humains exhumés à Tombos, initialement examinés en 2012. Ils se sont concentrés sur l'analyse des anthèses, c'est-à-dire les points d'attache des tendons et des ligaments sur les os. Ce type d'examen permet de mettre en évidence l'intensité du travail physique accompli par un individu. Les contraintes mécaniques répétées lors qu'un travail ardu y laissent des marques nettes, sous forme de relief osseux. Certains ossements présentaient peu de modifications au niveau des anthèses, ce qui laisse supposer qu'ils appartenaient à des personnes aisées. En revanche, d'autres montrèrent des transformations plus marquées, trahissant une vie de labeur et un statut social bien plus modeste. Ces résultats pourraient profondément remettre en cause les idées reçues sur les sépultures pyramidales, notamment l'hypothèse selon laquelle seuls les puissants accédaient à ces tombeaux prestigieux. Cette récente étude suggère que des individus d'humbles conditions auraient eux aussi pu se trouver inhumés au sein de ces édifices emblématiques. Des étendues infinies de sable doré, des chaînes montagneuses dépourvues du moindre arbre, et un soleil de plomb au-dessus de votre tête. Et puis, contre toute attente dans ce décor désertique, surgit un petit groupe d'individus surexcités. Leur euphorie est comparable à celle que vous ressentiriez en gagnant à la loterie. Ils viennent tout juste de mettre au jour une tombe ancienne, jadis submergée, aux parois gravement endommagées. Pourtant, ce qu'ils y ont découvert atteste qu'il s'agit bel et bien du tombeau d'un des pharaons les plus énigmatiques de l'Égypte ancienne. Les archéologues le recherchaient depuis des décennies, sans jamais soupçonner qu'il renfermait de si précieux vestiges. Avançons dans le temps. À l'issue d'un examen approfondi du site, les autorités égyptiennes ont enfin officialisé la découverte du tombeau du roi Thoutmôsis II. Il s'agissait de la dernière sépulture manquante de la 18e dynastie égyptienne, qui s'étend de 1550 à 1292 avant notre ère. C'est également la toute première sépulture royale exhumée depuis la découverte du tombeau de Toutankhamon, survenue en 1922, soit plus d'un siècle auparavant. C'est une équipe conjointe d'archéologues égyptiens et britanniques qui a mis au jour ce tombeau, niché dans les montagnes thébaines à l'ouest de Luxor, non loin de la célèbre vallée des rois. Jusqu'alors, le site était simplement connu sous le nom de tombe C4. Mais les fouilles ont permis de rassembler des preuves irréfutables qu'il appartenait au roi Thoutmôsis II. En réalité, l'entrée du tombeau ainsi que son couloir principal avaient été identifiés dès 2022.
Cependant, les premières hypothèses penchaient pour la tombe d'une reine, en raison de sa proximité avec les sépultures des épouses de Thoutmôsis III. Elle se trouvait également non loin de la tombe de la reine Hatshepsut, qui, à l'origine, lui avait été destinée alors qu'elle n'était encore qu'épouse royale. Sa destinée prit un tournant inattendu lorsqu'elle accéda au trône. Mais nous reviendrons plus tard sur cet épisode singulier. Bien vite, les chercheurs ont compris que leur découverte revêtait une importance capitale. Ils mirent au jour des vases en albâtre, frappés du nom de Thoutmôsis II, accompagnés de l'inscription « Roi défunt ». C'est là qu'ils comprirent qu'ils se trouvaient dans le véritable tombeau du souverain. Hélas, cette tombe n'a pas échappé aux affres du temps. D'après le ministre du Tourisme et des Antiquités égyptiennes, également à la tête de l'équipe nationale d'archéologues, le tombeau a subi des ravages considérables à la suite de violentes crues survenues peu après la disparition du pharaon. Les eaux ont envahi la chambre funéraire, entraînant sans doute la destruction ou la dispersion d'un grand nombre d'objets d'origine. Une large part des éléments qui se trouvaient autrefois à l'intérieur a été transférée ailleurs dans une tentative de préservation. Les archéologues ont mis en évidence une architecture plutôt classique, une entrée et un couloir incliné menant à la chambre funéraire. Ce couloir, enduit d'un épais plâtre blanc, s'élevait à environ 1,40 m par rapport au niveau du sol de la salle principale. Un large escalier et un impressionnant corridor en forte pente témoignaient de la solennité du tombeau. La progression s'est révélée longue et difficile, car l'accès était encombré par des amas de débris charriés par les inondations et des effondrements. Ce n'est qu'après avoir rampé sur une dizaine de mètres dans un passage étroit, ne laissant qu'une ouverture de 40 cm au sommet, un supplice pour les claustrophobes, que l'équipe a enfin pu pénétrer dans la chambre funéraire. Mais une surprise les y attendait. Une fois les gravats dégagés, les chercheurs s'attendaient à tomber sur les vestiges écrasés d'une sépulture. Pourtant, à leur grande surprise, la chambre était entièrement vide. Et nul acte de pillage n'était en cause. Le tombeau avait été volontairement vidé. Ils comprirent bientôt qu'il avait été inondé depuis sa création, en contrebas d'une chute d'eau. Cela serait survenu quelques années à peine après la mise au tombeau du souverain, obligeant les prêtres à transférer son corps et ses objets funéraires ailleurs. C'est précisément ce qui expliquerait la présence d'un second couloir. Il aurait vraisemblablement été aménagé pour permettre le retrait du corps de Thoutmôsis II de la tombe submergée. En dépit des dégradations, l'équipe archéologique a mis au jour des trouvailles fascinantes. Des traces de mortier ornées d'inscriptions bleues, d'étoiles jaunes, ainsi que des fragments du livre de l'Amduat, l'un des textes funéraires majeurs de l'Égypte ancienne. Ce recueil visait à guider le défunt dans l'au-delà, assurant la réussite de son périple souterrain. Jetons plutôt un œil à la 18e dynastie égyptienne. Elle fut marquée par l'expansion militaire, l'agrandissement de l'empire et la construction de monuments saisissants. Parmi les figures les plus emblématiques de cette époque figurent Thoutmôsis Ier et Thoutmôsis III, deux souverains guerriers qui ont laissé une empreinte durable dans l'histoire. Thoutmôsis Ier, stratège redoutable, mena des campagnes décisives, étendant les frontières du royaume jusqu'à la 4e cataracte du Nil. Ces victoires ouvrirent à l'Égypte de nouveaux circuits commerciaux, consolidèrent ses alliances et accrurent sa prospérité. Leur importance fut telle qu'elles furent gravées dans les tombeaux de ces hauts dignitaires. Thoutmôsis III, surnommé parfois le Grand, alla encore plus loin. Brillant stratège, il fut d'abord général sous la reine Hatshepsut avant d'accéder lui-même au trône. Il mena entre 17 et 20 campagnes militaires, toutes victorieuses, propulsant l'empire à son apogée. Il est également à l'origine de la toute première marine connue. Thoutmôsis III demeure, à bien des égards, le plus grand pharaon guerrier d'Égypte. Entre ces deux géants, Thoutmôsis II apparaît comme une figure bien plus discrète. L'éternel cadet, peut-être? Son règne, long d'environ 5 ans, prit fin vers 1479 avant notre ère, lorsqu'il mourut à l'âge de 30 ans. Il reste entouré de mystères. Ses réalisations sont inconnues et l'emplacement de sa sépulture demeura introuvable pendant plusieurs siècles. Le corps de Thoutmôsis II a été découvert au XIXe siècle. Il reposait simplement dans le temple mortuaire de Deir el-Bahari, dissimulé dans une chambre secrète où les prêtres avaient pour coutume de cacher les momies royales, bien après le pillage de leur sépulture d'origine. En d'autres termes, cela signifie qu'à un moment donné, son corps a été déplacé pour le mettre en sécurité. Durant sa vie, Thoutmôsis II joua au moins un rôle décisif dans l'histoire égyptienne. Il épousa sa demi-sœur, Hatshepsut.
Ce mariage, en apparence anodin, permit à cette dernière de devenir la plus grande pharaone d'Égypte après sa mort. Le revers, elle évinça son beau-fils Thoutmôsis III du trône pendant des décennies. Une fois au pouvoir, ce dernier fit effacer son nom par rancune. Et pourtant, Hatshepsut figure parmi les plus grands souverains de toute l'Égypte, hommes et femmes confondus. Elle enrichit considérablement le royaume, tant sur le plan économique qu'artistique. Elle organisa notamment une grande expédition commerciale vers le mystérieux pays de Punt, d'où elle ramena de l'or, de l'ébène et de l'encens. Soucieuse de marquer les esprits, elle fit ériger des monuments grandioses, dont plusieurs subsistent aujourd'hui. À Karnak, elle fit dresser d'imposants obélisques, l'un d'eux est toujours debout. C'est aussi elle qui fit construire le temple de Deir el-Bahari aux innombrables colonnes, où elle fut ensuite inhumée. Fait marquant, Hatshepsut fut souvent représentée dans les arts comme un homme, arborant musculature et barbe postiche, selon les conventions réservées aux pharaons. Toutefois, elle tenait à ce que son identité féminine ne soit jamais totalement effacée, et se faisait notamment appeler fille de Ré ou Sa Majesté elle-même. À sa mort, en 658 avant Jésus-Christ, l'Égypte ne connaîtrait plus de souveraine aussi puissante avant l'arrivée de Cléopâtre, quelques 14 siècles plus tard. D'après le secrétaire général du Conseil suprême des antiquités égyptiennes, le nom d'Hatshepsut figure bel et bien dans le tombeau de Thoutmôsis II, ce qui laisse penser qu'elle aurait elle-même supervisé les funérailles de son époux. Quant à leur lieu de dernier repos, Hatshepsut se trouve dans la célèbre vallée des rois, tandis que la momie de Thoutmôsis II est aujourd'hui exposée au Musée national de la civilisation égyptienne, aux côtés d'autres souverains. Les visiteurs ont ainsi l'occasion rare de contempler les restes d'un pharaon longtemps tombé dans l'oubli. La découverte de ce tombeau est considérée comme l'une des plus importantes de ces dernières années. Les objets exhumés sur le site apportent de précieuses précisions sur l'histoire de la région, ainsi que sur le règne de Thoutmôsis II. Bien que l'architecture du tombeau demeure relativement sobre et reprenne les lignes classiques que l'on retrouvera chez les souverains suivants, sa valeur historique reste incontestable. Quoi qu'il en soit, les fouilles sont loin d'être terminées. Les archéologues se penchent désormais sur une autre énigme. Qu'est-il advenu du contenu manquant de la tombe? L'équipe est résolue à poursuivre ses recherches. Peut-être découvriront-ils encore d'autres secrets enfouis depuis des millénaires sous les sables d'Égypte? Des chercheurs ont mis au jour une cité entière, celle de Gouyengola, restée enfouie sous l'épaisse canopée mexicaine durant 6 siècles. S'étendant sur 360 hectares, elle regroupait plus de 1100 édifices, 4 km de remparts, un réseau interne de voies de circulation, ainsi qu'un aménagement urbain réfléchi, comportant temples, terrains de jeux de balles et des quartiers distincts réservés aux élites ou aux classes populaires. Pendant des générations, l'on a cru qu'il ne subsistait là qu'une forteresse abandonnée, selon des récits transmis oralement. Jusqu'à peu, il était impossible d'appréhender l'immensité du site sans des années d'exploration au sol. Mais grâce à une technologie récente, un outil de télédétection appelé LIDAR, il a été possible de générer en à peine 2 heures, depuis un avion, une modélisation tridimensionnelle de l'ensemble. Gouyengola fut édifié entre 1350 et 1121. Ce site revêtait une importance capitale pour les Zapotèques, peuple implanté dans la région depuis environ 700 avant notre ère. Les familles y cohabitaient dans des demeures organisées autour d'un vaste patio central bordé de pièces. À mesure que les foyers s'élargissaient, de nouvelles chambres étaient ajoutées, faisant évoluer l'architecture domestique. Les analyses ont démontré que dirigeants et habitants de conditions modestes œuvraient de concert à l'essor de la cité. En raison du relief montagneux environnant, ils surent exploiter intelligemment les pentes naturelles pour y implanter leurs constructions, favorisant ainsi l'écoulement des eaux pluviales. Cette ingéniosité a permis de garantir la solidité et la pérennité des habitations, dont bon nombre demeurent encore debout aujourd'hui. Au cœur de la cité se dressent 2 pyramides, sans doute consacrées aux rites et cérémonies que les prêtres accomplissaient en l'honneur de leurs dieux. Les offrandes étaient déposées sur les autels, tandis que le public se rassemblait sur 2 places aujourd'hui affaissées. On y trouve également un palais comportant 64 pièces, dont certaines soutenues par des colonnes circulaires, réparties sur plusieurs terrasses inclinées. On y trouve des patios desservis par de nombreux escaliers, tous reliés entre eux. L'outil de télédétection a également révélé un promontoire circulaire, aménagé sur un affleurement rocheux naturel, qui permettait aux Zapotèques de voir leurs ennemis s'approcher de loin. Les chercheurs ont aussi identifié 2 structures circulaires, probablement conçues pour l'observation astronomique et la mesure du temps. Ils ont aussi mis au jour plusieurs tombes, attestant la présence d'un cimetière urbain.
À la fin du XVe siècle, les Zapotèques exercèrent leur pouvoir sur une vaste portion de la côte pacifique et étaient parvenus à défendre leur territoire contre les ambitions expansionnistes des Aztèques. Ils réalisèrent un exploit quasi inespéré, tenir bon durant un siège de 7 mois à Giangola et en sortir victorieux. Après cette victoire, ayant conservé leur domination sur le sud mésoaméricain, les Zapotèques n'avaient plus besoin de demeurer à Giangola. Si les montagnes offraient certains avantages, l'accès à l'eau douce et à des terres fertiles pour l'agriculture s'avérait essentiel. La petite ville de Tehuantepec, située à 19 km à peine, réunissait ces conditions. Ils s'y établirent donc peu avant l'arrivée des Espagnols, en 1521. Avec le temps, les pratiques culturelles des Zapotèques commencèrent à décliner. Leur civilisation ne s'éteignit toutefois pas totalement. Aujourd'hui encore, plus de 3000 Zapotèques résident dans l'état mexicain d'Oaxaca, où ils continuent de perpétuer leur langue et leurs traditions. La création du modèle 3D de cette cité perdue ne constitue qu'une étape préliminaire dans la recherche. Les archéologues espèrent que les études à venir permettront de mieux comprendre l'organisation politique et sociale des Zapotèques, la manière dont ils administraient leur cité, ainsi que la nature de leurs échanges avec les Espagnols à leur arrivée. Ils projettent d'examiner les 1170 structures révélées par le balayage lidar, ce qui nécessitera plusieurs années. Plutôt que de fouiller le sol, ils auront recours à des technologies non invasives afin d'explorer la ville sans en altérer les vestiges. Grâce à cette même technologie, les scientifiques ont pu révéler l'existence d'une vaste cité ancienne enfouie sous le dense feuillage de la forêt amazonienne. Un ensemble structuré de maisons, de places, de routes et de canaux reposait dans l'ombre d'un imposant volcan. Pendant des siècles, nombre de chercheurs ont cru que les peuples amazoniens vivaient dans de modestes huttes, ne défrichant que de petites parcelles pour subsister. Or, cette cité, édifiée il y a 2500 ans et occupée durant un millénaire, nous prouve le contraire. Les experts estiment que des dizaines, voire plusieurs centaines de milliers de personnes vivaient au sein de sociétés urbaines complexes. Le balayage de la région a permis d'identifier 6000 plateformes rectangulaires, chacune mesurant environ 20 mètres sur 10 et s'élevant à une hauteur de 2 à 3 mètres. Ces constructions étaient regroupées autour de places centrales, avec des routes rectilignes aux angles droits parfaits, connectées par des sentiers. L'une d'elles atteignait même 26 km de long. La réalisation de voies parfaitement droites exigeait davantage que le simple suivi du relief naturel. Certaines d'entre elles revêtaient probablement une valeur rituelle ou spirituelle. Le sol volcanique, particulièrement fertile, favorisa l'essor de cette civilisation, mais il pourrait aussi avoir contribué à sa disparition. Les chercheurs ont en outre révélé les défenses de ces villes comme des fossés barrant l'accès à plusieurs d'entre elles. Il est donc possible que des groupes voisins aient tenté d'envahir ces cités. La prochaine phase consistera à étudier les 300 km² adjacents afin de mieux cerner l'ampleur et la complexité de cette société ancienne, qui pourrait même surpasser par sa taille la célèbre civilisation maya du Mexique et d'Amérique centrale. En 1963, un habitant de Turquie fit une découverte stupéfiante en rénovant sa maison. En abattant un mur de sa cave, il mit au jour une pièce énigmatique. En poursuivant ses fouilles, il tomba sur un tunnel, lequel le mena à la ville souterraine de Derinkuyu. Il s'agit de l'une des cités souterraines les plus profondes et les plus vastes de Cappadoce, et même de toute la Turquie. Les habitants occupaient 8 niveaux souterrains, chacun offrant un accès à des caves, des espaces de stockage, des chapelles, une école, une salle d'études ainsi que d'autres installations. Ces étages étaient interconnectés par un vaste réseau de tunnels. Il est probable que cette cité enfouie ait été conçue comme refuge. Située à une profondeur de 85 mètres, elle demeure invisible depuis la surface. Le site était suffisamment vaste pour accueillir environ 2000 personnes, accompagnées de leur bétail et de leurs vivres. Un puits de ventilation, profond de 55 mètres, assurait l'aération. Selon les archéologues, les premiers niveaux auraient été aménagés par les Phrygiens avant d'être repris et perfectionnés par les Romains. L'apogée de Derinkuyu s'est toutefois manifesté durant l'ère byzantine. La cité suivante, longtemps tenue pour légendaire, n'était évoquée que dans de rares textes anciens et quelques inscriptions énigmatiques, si bien que son existence demeurait incertaine. Après avoir exploré une grande partie du littoral égyptien, un archéologue du nom de Frank Goddio et son équipe ont soudain aperçu un visage monumental émergeant des profondeurs. C'est ainsi que la ville engloutie de Thonis Héracléion fut révélée, à plus de 6 km au large d'Alexandrie. Parmi ces vestiges reposaient 64 navires, 700 ancres et un fabuleux trésor de pièces d'or. Les archéologues considèrent que les éléments les plus remarquables de cette découverte sont la statue haute de 6 mètres et les vestiges du temple. À son époque, la cité accueillait des rituels et des célébrations dans le sanctuaire d'Amon. Façonnés en granit et en diorite,
Les ruines ont traversé les siècles sans se détériorer malgré leur immersion prolongée. Elles offrent aujourd'hui un aperçu précieux de la vie, 2300 ans plus tôt, dans l'un des carrefours commerciaux les plus importants du monde antique. La ville disposait d'un réseau de canaux, comparable à une Venise égyptienne d'un autre âge. Ces voies d'eau reliaient divers ports et points d'ancrage, tandis que des ponts unissaient tours, temples, habitations et autres édifices. Tonis Héracléon constituait le principal port du royaume pour le commerce extérieur et la perception des taxes. L'origine de son engloutissement demeure incertaine, mais les chercheurs l'attribuent à des phénomènes naturels. Vers la fin du second siècle avant notre ère, probablement à la suite d'une terrible inondation, la cité fut submergée. Par la suite, Alexandrie, fondée par Alexandre le Grand, surpassa Héracléon en prestige et en influence. Avant cela, Héracléon faisait office de principale porte d'entrée maritime vers l'Égypte. Après la catastrophe, de nombreux navires durent réorienter leur itinéraire vers Alexandrie. Héracléon sombra alors dans l'oubli, jusqu'à sa redécouverte en l'an 2000. Un archéologue portugais vient de mettre au jour plusieurs épaves chargées d'or, parmi lesquelles figure un galion espagnol transportant 22 tonnes d'or et d'argent. À lui seul, cet imposant trésor est aujourd'hui estimé à environ 2 milliards de dollars. L'archéologue Alexandre Monteiro a fait cette découverte presque par hasard. Alors qu'il consultait des archives, il est tombé sur des informations évoquant un navire disparu en 1615. Intrigué, il a décidé de partir à sa recherche. Après de longues années de travail, Alexandre n'a pas seulement retrouvé ce navire précis. Il a en réalité recensé 8620 épaves rien que dans les eaux portugaises. Parmi elles, 250 transportèrent de l'or. Une découverte qui ferait pâlir d'envie Jack Sparrow en personne. Si la plupart de ces navires ont sombré pour des raisons triviales, comme des tempêtes, certains ont péri lors de batailles, parfois spectaculaires. Ils acheminaient vers l'Europe des cargaisons d'or et d'autres richesses en provenance du Nouveau Monde, attisant toutes les convoitises. Depuis 3 décennies, Alexandre Monteiro étudie les épaves historiques et a ainsi identifié plusieurs naufrages survenus dans des circonstances remarquables. En 1816, par exemple, un navire appartenant à l'un des hommes les plus riches du Portugal a sombré au large de l'Australie avec pas moins de 6 000 pièces d'argent. Il s'agit du premier navire portugais à avoir fait naufrage dans ces eaux lointaines. Malheureusement, ces vestiges engloutis, riches en trésors et en récits fascinants, sont loin d'être facilement accessibles. Ils reposent à des profondeurs abyssales et sont ensevelis sous le sable. Tenter de se les accaparer relèverait du pillage patrimonial, et nul ne voudrait porter une telle responsabilité, n'est-ce pas? Il va de soi que le Portugal n'était pas le seul pays à sillonner les mers à cette époque. Les côtes européennes regorgent d'épaves renfermant des cargaisons d'or. On estime d'ailleurs qu'environ 1 million de navires historiques reposent actuellement sous les eaux. Et la valeur de ces trésors perdus pourrait avoisiner les 60 milliards de dollars. Cette somme est vertigineuse, mais détrompez-vous, ces épaves regorgeant d'or ne justifient pas les risques encourus. L'histoire maritime regorge d'exemples où la découverte d'un trésor s'est soldée par des procès interminables, voire de lourdes peines de prison. L'un de ces récits remonte à 1746, lorsqu'une violente tempête fit sombrer le prince de Conti au large d'une île bretonne. Ce navire transportait du thé, des céramiques et 100 lingots d'or. Les propriétaires tentèrent évidemment de récupérer leurs précieuses cargaisons, mais si l'opération s'annonce complexe aujourd'hui, imaginez les difficultés au XVIIIe siècle. Il fallut plus de 2 siècles pour localiser l'épave. Ce n'est qu'en 1975 qu'un groupe de Français la mit au jour, s'emparant aussitôt de tout ce qui avait la moindre valeur. Or, il y a une bonne raison pour laquelle le jeu n'en vaut pas la chandelle. En France, toute découverte à potentiel historique doit être signalée aux autorités dans un délai de 48 heures. Ne pas respecter cette obligation revient purement et simplement à commettre un crime. Certes, les découvreurs déclarèrent bien leur trouvaille, mais seuls les canons rouillés du navire. Quant aux lingots d'or, ils les écoulèrent sur le marché et évidemment chaque barre valant entre 1 000, 2 000, 5 000 et 2 000, 3 000 euros. Il fallut près d'un demi-siècle aux autorités françaises pour remettre la main sur une partie de l'or dérobé sans parvenir à le récupérer dans son intégralité.
une fraction du trésor fut acquise par un couple âgé vivant en Floride, ce qui leur valut des poursuites pour blanchiment d'argent, crime organisé et trafic de biens culturels. D'autres lingots se retrouvèrent, quant à eux, dans la collection du British Museum. Revenons à présent aux années 1850, époque où le vapeur SS Central America effectuait la liaison entre le Panama et la Californie. Ce fut l'apogée de la ruée vers l'or, une période où 3000 personnes affluèrent en Californie dans l'espoir d'y faire fortune. Le trajet étant loin d'être une sinécure, les voyageurs n'avaient d'autre choix que de transporter leur or à bord de grands navires. C'est ainsi que le SS Central America entra en scène. En 1857, il embarquait 578 passagers, ainsi qu'une cargaison d'environ 10 tonnes d'or. Très peu survécurent au naufrage, et entre 100 et 150 millions de dollars en or sombrèrent avec lui. C'est précisément cette fortune engloutie qui poussa, en 1988, un groupe d'investisseurs de Columbus à financer des recherches pour localiser l'épave. L'opération fut dirigée par un certain Tommy Thompson, un homme obsédé par l'idée de retrouver ce trésor perdu. Il lui fallut des années pour déterminer l'emplacement exact du SS Central America, d'autant plus que le navire gisait à 2300 mètres de profondeur dans l'Atlantique, rendant toute récupération extrêmement complexe et nécessitant des technologies de pointe. Ce projet fut financé par 117 investisseurs, qui, bien entendu, ne le faisaient pas par pure philanthropie. Ils avaient injecté 12,5 millions de dollars dans cette entreprise, avec l'espoir d'en tirer au moins 10 fois plus. Mais comme tout ne se passe pas toujours comme prévu, dès que l'or fut remonté à la surface, l'équipe de recherche fut attaquée en justice par 39 compagnies d'assurance. À l'époque où le SS Central America naviguait encore, ces compagnies avaient couvert la cargaison, et malgré le siècle écoulé, elles exigèrent d'être indemnisées lorsque le trésor fut récupéré. Elles avancèrent qu'il ne leur appartenait pas de récupérer la cargaison, ce qui ne signifiait pas pour autant qu'elles avaient fait une croix dessus. Cet argument ne pesa guère, et 92% de l'or fut finalement attribué à l'équipe de recherche. Mais l'histoire prit une tournure plus rocambolesque, lorsque Tommy Thompson escroqua ses investisseurs avant de disparaître avec 4,16 millions de dollars et 500 pièces d'or, dont il refusa obstinément de révéler la cachette. Cette affaire illustre parfaitement pourquoi la plupart des pays ont instauré des lois visant à protéger les biens culturels. Car oui, les épaves peuvent être considérées comme telles. Cela dit, toutes les découvertes maritimes ne relèvent pas de l'infraction. Prenons l'exemple du SS City of Cairo, un paquebot à vapeur qui sombra en 1929 avec à son bord 2000 caisses de pièces en argent pour un total de 122 tonnes de métal précieux. Une société du nom de Deep Ocean Search est parvenue à récupérer ces pièces à une profondeur de 5200 mètres, soit 1400 mètres de plus que l'épave du Titanic. 34 millions de livres sterling ont été reversés au trésor britannique, tandis que Deep Ocean Search a également obtenu sa part du butin. La bonne nouvelle, c'est que certaines de ces pièces sont légalement accessibles aux collectionneurs. Acquérir un tel trésor est sans doute la manière la plus simple d'approcher une découverte archéologique sous-marine. Je sais, je viens de réduire vos rêves de piraterie à néant. Mais même si piller des épaves remplies d'or constitue un crime dans la plupart des pays, ou simplement une entreprise hors de portée financière pour le commun des mortels, il reste encore un espoir. On estime qu'environ 707 000 milliards de dollars en or reposent au fond des mers, sans propriétaire attitré. C'est une véritable mine d'or sous-marine. Sauf que l'or se trouve dissous dans l'eau. Vous savez à quel point l'eau de mer est salée ? Eh bien, c'est parce qu'elle est chargée de minéraux, dont l'or. Hélas, cela signifie que vous tomberez jamais sur une pépite en vous promenant sur la plage. Chaque litre d'eau de mer contient environ 13 milliardièmes de grammes d'or, une quantité infinitésimale, rendant son extraction complexe. Mais cela n'a pas empêché certains d'essayer, et bien sûr, une arnaque a vu le jour. Dans les années 1890, un homme prétendit avoir mis au point un dispositif capable d'extraire l'or de l'eau de mer. Une fois les fonds levés, il s'éclipsa discrètement avec la caisse. Si vous êtes vraiment déterminé à trouver de l'or, pourquoi ne pas aller chercher directement dans le noyau terrestre, qui contiendrait environ 1,6 milliard de tonnes d'or, soit 16 fois plus que tout ce que l'humanité a extrait depuis ses débuts? Aucun risque de supercherie ici, puisque personne n'a encore eu l'audace de tenter l'expédition.
Avec toutes ces épaves remplies d'or que les archéologues exhument aux quatre coins du globe, qui sait? Peut-être pourrons-nous un jour faire nos propres découvertes? Ou économiser suffisamment pour nous offrir quelques piécettes en argent? En 1936, l'égyptologue britannique Walter Bryan Emery mit au jour, en plein désert, un petit objet qui suscita d'intenses débats. Certains y virent la maquette sophistiquée de soucoupes volantes, voire un système de propulsion avancé, issu d'un vaisseau spatial appartenant à une civilisation venue d'ailleurs. Emery consacra de longues années à l'exploration de sites archéologiques dans la vallée du Nil, en particulier dans l'immense nécropole antique de Saqqara. Il y découvrit quantité de trésors, mais le plus déroutant provenait de la tombe d'un haut dignitaire nommé Sabou. L'identité précise de ce personnage demeure incertaine, bien que certaines sources le présentent comme l'un des fils du pharaon Hadjib. Le fait qu'il ait été enterré à Saqqara suggère un rang élevé au sein de la cour royale. L'époque à laquelle il vécut étant très ancienne, aucun document ne subsiste pour éclaircir son rôle exact ou son destin. Dans son tombeau, les chercheurs découvrirent 7 chambres funéraires, chacune renfermant les biens funéraires classiques. Des os d'animaux, des outils en silex, de la céramique, des objets en ivoire et des bols en pierre. Mais s'y trouvait également un étrange artefact brisé qui devint connu sous le nom de disque de Sabou. Il prend la forme d'un bol peu profond, à fond arrondi, doté de 3 lobes courbes finement sculptés, espacés d'environ 120 degrés autour de sa circonférence. 3 trous les séparent et un tube fin se trouve en son centre. Le disque est fait de siltite, ou schiste, une roche poreuse, friable et très difficile à travailler. Elle se désagrège aisément sous pression, ce qui rend d'autant plus énigmatique la manière dont les artisans de 3000 avant notre ère ont pu la façonner à l'aide d'outils rudimentaires en pierre et en cuivre. L'autre grande énigme consiste en la présence de cet objet dans la tombe de Sabou. Peut-être sa fonction réelle permettrait-elle de mieux en comprendre la signification. Lors de sa découverte, les archéologues y virent un simple vase, un brûleur d'encens ou un objet décoratif à vocation rituelle. Mais certains, en l'examinant sous un angle plus technique, envisagèrent qu'il puisse s'agir d'un élément intégré à un dispositif plus complexe. Un historien amateur a reproduit fidèlement l'objet à l'aide d'une imprimante 3D, et cette réplique a révélé que le disque de Sabou pourrait bien être un ancien impulseur, c'est-à-dire un composant essentiel d'une pompe centrifuge. Placé dans un boîtier et mis en rotation rapide autour de son petit axe central, il s'est montré capable de déplacer de l'eau. Sans boîtier, il générait un puissant vortex. Il apparut alors que la forme incurvée des lobes et la légère concavité du disque n'étaient pas fortuites. L'ensemble semble avoir été pensé pour déplacer efficacement l'eau, à l'image d'un mécanisme de pompage sophistiqué. Or, toute la civilisation égyptienne reposait sur la maîtrise de l'irrigation. Les dynasties ultérieures mirent au point un système d'irrigation par bassin permettant de contrôler les crues du Nil et d'en tirer un rendement agricole optimal. Il se pourrait donc que, dès la première dynastie, des ingénieurs aient exploré des techniques d'irrigation avancées, bien avant ce que les spécialistes n'avaient imaginé. Toutefois, certains restent sceptiques. Selon eux, le schiste serait trop fragile pour supporter les contraintes d'un tel usage. Ils émettent l'hypothèse que les artisans de la première dynastie auraient tenté de reproduire un objet plus ancien, en se contentant des matériaux et outils dont ils disposaient. Le disque pourrait alors être une réplique en pierre d'un artefact métallique, hérité d'une civilisation bien antérieure et peut-être technologiquement plus avancée que l'Égypte antique elle-même. Un auteur suisse va même plus loin et suggère que le disque serait la copie d'un composant d'hyperpropulsion appartenant à un vaisseau extraterrestre, ou bien une maquette en pierre d'une soucoupe volante. Un chercheur français, quant à lui, avance que le disque de Sabou faisait partie d'un gigantesque dispositif industriel, destiné à produire du carbonate de sodium à l'intérieur des pyramides. D'autres encore estiment qu'il aurait pu s'agir d'un outil primitif de tressage de cordes, les lobes servant à torsader des brins de soie ou des fibres en ficelle lors de la rotation. Une autre théorie enfin évoque une lampe de très grande dimension. Un autre mystère historique est lié à une carte datant de 1513, que l'on considère comme la plus ancienne représentation détaillée connue des Amériques.
Elle est l'œuvre d'un capitaine turc, Piri Reis, qui, sans jamais avoir traversé l'océan Atlantique, l'a composée à partir d'une vingtaine de cartes régionales. Parmi celles-ci, figurait une carte arabe de l'Inde, 4 cartes portugaises figurant l'Inde et la Chine, ainsi qu'une carte des Amériques attribuée à Christophe Colomb, fondée sur ses propres observations. Cette dernière carte ayant disparu depuis longtemps, le travail de Reis offre un précieux aperçu de ce que Colomb aurait pu noter lors de son 3e voyage vers le Nouveau Monde. Charles Hapgood, un historien, a avancé l'idée que la carte de Reis représentait l'Antarctique tel qu'il était à la préhistoire, en s'appuyant sur une ressemblance frappante avec le littoral réel du continent, avant qu'il ne soit recouvert de glace. Toutefois, cette hypothèse a été formellement invalidée par la suite. Une autre découverte qui a suscité l'étonnement dans le monde scientifique est celle des billes de Klerksdorp. Ces objets, trouvés dans des dépôts de pyrophilite en Afrique du Sud, ressemblent à de petites balles de criquet anciennes, ornées de stries en leur centre. Dans les années 80, une théorie a émergé selon laquelle une civilisation antédiluvienne, totalement inconnue mais d'un niveau technologique avancé, aurait été à l'origine de ces sphères. Un journaliste avait rapporté qu'elles semblaient tourner sur elles-mêmes dans une vitrine. Une émission de télévision avait même convié un médium, qui affirmait que ces objets étaient les vestiges d'un antique vaisseau spatial. Pourtant, d'après les géologues, il s'agit simplement de formations sphériques naturelles, composées de minéraux distincts de ceux de la roche environnante. Les lignes semblables à des soudures ne sont que des empreintes laissées par les couches successives de la roche haute au fil du temps. Les billes de Klerksdorp présentent une variété de formes, allant de sphères légèrement aplaties à des disques bien définis. Quant à l'épisode de la sphère tournant seule, le conservateur du musée de Klerksdorp a apporté une explication rationnelle. Lorsqu'il a déposé l'objet dans une vitrine à l'occasion de la visite d'un journaliste, celui-ci a légèrement pivoté en raison de sa forme arrondie. De plus, la région étant sujette à des secousses sismiques causées par l'extraction aurifère voisine, cela pourrait également expliquer ce phénomène. Dans une région reculée de Chine, se trouvent d'étranges formations en forme de tube, connues sous le nom de tuyaux de Baigong. C'est un explorateur local qui les a découverts en 1996, émergeant des flancs du mont Baigong et des rives du lac Tuosu voisin. Cette découverte a poussé certains à penser qu'il s'agissait de vestiges laissés par de très anciens visiteurs venus d'autres mondes. Lorsqu'on a analysé des échantillons de ces structures, les scientifiques ont constaté qu'elles étaient majoritairement composées de minéraux courants, mais qu'elles contenaient aussi, de manière inexpliquée, 8% de matière inconnue. Des examens complémentaires ont suggéré que ces formations existaient avant même l'apparition de l'homme. Des géologues chinois se sont ensuite rendus sur place et ont avancé l'hypothèse qu'il s'agissait de structures naturelles, formées au fil du temps, probablement des racines d'arbres fossilisés remontant au passé verdoyant de la région. Néanmoins, le mystère reste entier. Alors qu'ils creusaient une tranchée le long d'une rivière en Roumanie, des ouvriers ont mis au jour une cale métallique, aujourd'hui connue sous le nom de coin en aluminium d'Ayoud, ou encore artefact d'Ayoud. Juste à côté, se trouvaient des os de mastodontes, ces lointains cousins des éléphants ayant vécu il y a environ 11 000 ans. Cela a conduit certains à penser que le coin datait de la même époque. Ce qui intrigue, c'est que cette cale est en aluminium, un métal qui n'a été découvert qu'au XIXe siècle et dont la production exige des températures extrêmes. Elle serait recouverte d'une épaisse couche d'oxyde, présente depuis plusieurs siècles. Certains avancent qu'il pourrait s'agir d'un débris provenant d'un vaisseau spatial extraterrestre, tandis que quelques scientifiques y voient une supercherie. D'autres considèrent qu'il pourrait s'agir d'une création d'origine humaine, dont la fonction reste toutefois indéterminée. Ce n'est pas le décor de Dune, mais une véritable cité désertique située au Niger. Djado a sans doute été édifié par le peuple nomade des Sao et regorge de Ksar, des maisons fortifiées de faites de sel et d'argile, dotées de murs imposants et de passages secrets. Perchée au cœur du désert, elle constituait autrefois une étape essentielle pour les caravanes transsahariennes, mais elle essaie désormais un repère pour les contrebandiers et les bandits. L'accès y est interdit depuis 2002 en raison de sa dangerosité. Et l'origine des Ksar demeure nimbée de mystères. Aucune étude archéologique n'a été menée, laissant de nombreuses questions sans réponse. Même aujourd'hui, les sables changeants révèlent et dissimulent des parties de ces anciennes ruines.
alimentant les spéculations sur ce qui pourrait encore être caché sous le désert. En parlant de structures enfouies, les chercheurs ont été stupéfaits par la découverte de tubes de lave en Arabie Saoudite. Ces passages souterrains se forment lorsque la lave en fusion refroidit. Les chercheurs pensent que d'anciens nomades ont pu utiliser ces tunnels pour survivre aux conditions désertiques extrêmes. Lors de leur excavation, les archéologues ont mis au jour des artefacts, des peintures rupestres et des restes squelettiques. L'art et les ossements d'animaux suggèrent que les personnes ayant utilisé ces tunnels étaient probablement des bergers. On tente encore de déterminer si ces groupes y résidaient sur de longues périodes, ou si les tunnels ne servaient que de refuge temporaire. La pyramide de Khéops se dresse depuis des millénaires, mais elle continue de receler des secrets. Grâce à une technologie de balayage avancée, les scientifiques ont découvert 2 structures cachées sous un ancien site funéraire. La première forme une structure peu profonde en elle, tandis qu'en dessous se trouve un espace bien plus vaste, qui pourrait être un lieu de sépulture ou une chambre. La structure plus petite a été délibérément remplie de sable, tandis que la plus profonde pourrait être une chambre vide. On estime que les 2 sont reliés, peut-être par un passage menant à une chambre secrète. Cette découverte est d'importance capitale, car elle pourrait nous offrir de nouvelles perspectives sur les bâtisseurs des pyramides et leurs motivations. Le monde est riche en écrits anciens, mais certains messages demeurent impénétrables, à l'instar du mystère de la tablette de Bachplémy. Cette pierre énigmatique, extraite d'un lac en Géorgie, est recouverte de symboles que personne n'arrive à déchiffrer. Malgré les progrès technologiques, les experts restent totalement déconcertés. Cette tablette, de la taille d'un livre, comporte 60 symboles gravés avec soin sur sa surface. Mais 39 d'entre eux ne correspondent à aucune langue connue. Certains de ces symboles ressemblent à ceux des civilisations anciennes du Moyen-Orient, de l'Inde et de l'Égypte, mais aucun n'est parfaitement identique. Pour compliquer davantage les choses, une partie de la tablette est brisée, laissant un fragment irrémédiablement perdu. Pour exclure toute supercherie, les scientifiques ont minutieusement examiné la tablette. Ils ont confirmé qu'elle était constituée de basalte vacuolaire, une roche locale d'une grande dureté. Quiconque a sculpté ces symboles devait posséder une grande expertise. Sur la base de découvertes archéologiques similaires, les spécialistes estiment que la tablette pourrait dater de la fin de l'âge du bronze ou du début de l'âge du fer. Certains symboles se répètent, ce qui pourrait indiquer qu'ils représentent des chiffres. Il se pourrait qu'il s'agisse d'un inventaire, d'un registre de bataille ou même d'une offrande aux dieux. Tant que le code n'aura pas été décrypté, la tablette de Bachplémy restera un mystère insondable des profondeurs de l'histoire. Les experts sont toujours déconcertés par la signification de ce disque minoen. Le disque de Phaistos est l'une des découvertes les plus mystérieuses de la civilisation minoenne. Cet objet en argile de 15 cm, découvert en 1908, comporte des marques en spirale étranges que personne n'a encore complètement décodées. Le disque comporte 240 et un symboles des 2 côtés, représentant tout, des humains et des animaux aux outils et aux plantes. On a proposé de nombreuses théories sur la signification de ces symboles. Certains pensent qu'il pourrait s'agir d'une forme archaïque de grec, d'autres y voient une prière ou un hymne, et certains croient même que cela pourrait être une lettre d'un roi d'Anatolie adressée à un souverain grec. Voyons qui sera le premier à résoudre ce mystère. C'est toujours une journée palpitante pour un archéologue lorsqu'il découvre quelque chose d'aussi impressionnant qu'une tête en marbre vieille de 2000 ans. Une mission archéologique française a entrepris des fouilles dans une vieille maison médiévale proche d'Alexandrie, en Égypte, et a mis au jour la tête d'une statue représentant un vieil homme, probablement malade. Cette statue date de la dernière dynastie égyptienne avant l'annexion de l'Égypte par l'Empire romain, et le site de sa découverte est lié à des figures historiques comme Cléopâtre et Marc-Antoine. Pour les archéologues, même les plus petites trouvailles sur ce site revêtent une grande importance. Vous avez sûrement entendu parler de Lucie, l'Australopithèque, un ancêtre précoce des humains? Eh bien, des scientifiques ont retrouvé des empreintes de son espèce quelque part en Tanzanie. Les empreintes de l'étolie, comme on les appelle, ont plus de 3 millions d'années. La piste s'étire sur 27 mètres et comprend environ 70 empreintes, laissées par un groupe d'humains primitifs ayant traversé des cendres volcaniques humides. Ce qui est fascinant,
c'est que ces premiers humains marchaient déjà sur 2 pieds, comme nous, sans être courbés comme des singes. L'espacement rapproché des empreintes montre qu'ils avaient probablement des jambes et une foulée plus courte que la nôtre aujourd'hui. Dans un ancien temple égyptien, des archéologues ont découvert un sanctuaire d'apparence banale. Un lieu dédié aux faucons et à 2 divinités. L'une d'elles avait une tête de faucon, tandis que l'autre portait une couronne ornée d'un disque solaire et des cornes de vache. Mais la découverte la plus intrigante était une inscription qui disait « Il est inapproprié de faire bouillir une tête ici ». Au centre du sanctuaire, 15 faucons sans tête étaient soigneusement disposés sur un piédestal, probablement en offrande à la divinité analogue. Une théorie avance que les oiseaux ont d'abord été bouillis, peut-être pour retirer leurs plumes, avant d'être placés dans le sanctuaire, conformément à la règle étrange gravée dans la pierre. Les archéologues ont également retrouvé à proximité un harpon en fer de 33 cm. Sa fonction exacte reste inconnue, bien que le sanctuaire contienne également des restes de poissons, de mammifères et d'œufs d'oiseaux, ce qui suggère que les rituels incluaient peut-être des festins. Et parlant de l'Égypte antique, voici Hathor. Les scientifiques l'ont nommé d'après la déesse égyptienne de la maternité, de la musique et du chant. Cette statue en bois, exposée au Metropolitan Museum of Art de New York, était vue comme un simple objet décoratif jusqu'à ce qu'un secret surprenant soit révélé. En utilisant une machine à rayons X, les experts ont découvert un mécanisme à l'intérieur, avec des poulies et des axes reliant son épaule à sa jambe gauche. Lorsqu'il est activé, le système permet à sa main de monter et de descendre, une véritable prouesse d'ingénierie vieille de plus de 3000 ans. Cette statue a été façonnée durant le Moyen Empire égyptien, vers 1800 avant notre ère, et est souvent comparée aux automates du 19e siècle, en raison de sa conception avancée. Il est probable que la statue ait été utilisée lors de cérémonies religieuses, symbolisant le rôle d'Hathor dans les arts. Les traits d'Hathor sont finement peints et accentués de feuilles d'or, ce qui laisse à penser que les Égyptiens possédaient une compréhension précoce de l'automatisation et de l'ingénierie mécanique. La fonction de la statue pourrait être liée à des rituels dans les temples où la musique et la danse occupèrent une place centrale dans les cultes. Une découverte inattendue a eu lieu dans le nord du Koweït, où une équipe polono-koweïtienne a déterré une statue mystérieuse vieille de 7500 ans. Cette statue présente un crâne allongé, sans bouche, des yeux étroits et un nez aplati. Elle est qualifiée de figurine ophidienne, nommée d'après le grec pour serpent, et elle aurait été fabriquée par la culture obéide, une civilisation réputée pour son savoir-faire en poterie. Bien que le rôle exact de cette étrange statue reste inconnu, il est possible qu'elle ait été liée à des rituels ou à des pratiques symboliques. Certains scientifiques estiment que ces figurines, retrouvées dans des maisons ou des lieux de sépulture, étaient associées à des croyances culturelles importantes. Comme nous ne pouvions pas aborder les mystères irrésolus de ce monde sans mentionner ces crânes allongés. Dans le désert péruvien, des chercheurs ont mis au jour 5 squelettes anciens, dont 2 présentaient des crânes allongés de façon artificielle. Bien que la déformation crânienne ait été courante dans diverses cultures, ces crânes échappent à toute explication. Les légendes locales évoquent les gentils, une mystérieuse race bannie sous terre par les dieux. Certains affirment que ces crânes représenteraient cette race. D'autres pensent qu'il s'agit d'une anomalie génétique. Théorie confirmée par la découverte d'un crâne de nourrisson, bien trop grand pour avoir été modifié artificiellement. Vous connaissez Stonehenge sans aucun doute. Ces gigantesques blocs de pierre, mystérieusement érigés en cercle sur une plaine anglaise par on ne sait qui. Mais si le Stonehenge d'Angleterre n'était en réalité qu'une imitation d'un monument plus ancien, et si ces bâtisseurs avaient simplement traversé l'Atlantique pour reproduire ce qu'un autre peuple avait déjà accompli ailleurs? En effet, des chercheurs ont mis au jour un autre Stonehenge, immergé sous les eaux du lac Michigan. Ce lac est le foyer de phénomènes étranges et inexpliqués. On y recense de nombreuses disparitions, des crashs aériens, et désormais ceci, un antique monument submergé, qui ressemble étrangement à Stonehenge. Il nous était impossible de rester indifférents, nous devions explorer cette histoire en profondeur. Un cercle de pierre monumentale, agencé d'une manière étrangement familière. 2 anneaux y étaient visibles, un cercle externe, un autre interne,
reposant à 12 mètres sous la surface. Mais il ne s'agissait pas d'un simple tas de pierres. Elles avaient été disposées là de manière délibérée, par la main de l'homme. En poussant plus loin, les chercheurs ont réalisé qu'ils contemplaient une structure vieille de plus de 9000 ans. Songez-y un instant. Ce Stonehenge, englouti dans le lac Michigan, précède les pyramides d'Égypte. Il est même antérieur au Stonehenge britannique, d'environ 4 millénaires. Ces révélations suffisaient déjà à stupéfier les chercheurs de l'Université de Northwestern Michigan. Mais cela, avant même qu'ils ne fassent une découverte encore plus étonnante. L'une des pierres présentait une gravure, un pétroglyphe discret mais net, représentant un mastodonte. Ces créatures, proches cousines de nos éléphants, ont disparu de la surface de la Terre il y a 10 000 ans. Par conséquent, ceux qui ont érigé ce Stonehenge subaquatique vivaient nécessairement à la même époque que ces animaux disparus. Cette découverte a suscité de nombreuses interrogations au sein de la communauté scientifique. Après tout, pourquoi aurait-on entrepris de disposer ces blocs de pierre au fond d'un lac? Pour commencer, les chercheurs estiment qu'à cette époque, le lac Michigan contenait beaucoup moins d'eau qu'aujourd'hui. Ensuite, il se pourrait que ce dispositif soit lié à des pratiques rituelles ancestrales des peuples autochtones. Un professeur de l'Université du Michigan a proposé une hypothèse intrigante. Selon lui, ces pierres auraient constitué une sorte de piège de chasse préhistorique. Il avance que les premiers chasseurs utilisaient cette formation circulaire comme un couloir de guidage, afin de canaliser de grands animaux, tels que les mastodontes évoqués dans les gravures rupestres, vers une enceinte plus restreinte, où ils devenaient plus faciles à abattre. Toutefois, cette théorie ne fait pas l'unanimité. D'autres estiment que ce cercle avait sans doute une signification plus spirituelle et symbolique. Pour les tribus locales, comme les Anishinaabe, les pierres ne sont pas de simples éléments minéraux. Elles sont des entités vivantes, porteuses d'une énergie sacrée, et incarnent un lien profond entre la terre et tous les êtres vivants. Un ancien de cette communauté a même déclaré que ces pierres étaient sacrées, disposées là par leurs ancêtres pour rendre hommage à la terre et aux créatures qu'elle abrite. Les scientifiques s'efforcent d'étudier cette structure rocheuse en profondeur, à environ 12 mètres. C'est là que réside le principal obstacle. Son immersion complique les recherches, d'autant qu'ils ne disposent pas des équipements les plus performants. Les outils classiques de l'archéologie s'avèrent peu adaptés à un environnement subaquatique. Toutefois, des technologies prometteuses, telles que la photogrammétrie stéréoscopique, qui permet de concevoir des modèles tridimensionnels d'un site, offrent aux chercheurs de nouveaux moyens d'analyse. Malgré cela, les investigations demeurent lentes et onéreuses, et nul ne sait quand ce mystère trouvera enfin réponse. Comme évoqué précédemment, le lac Michigan est un véritable foyer de phénomènes inexpliqués. Son lit est parsemé d'épaves, comme celle du Thomas Hume, une solide goélette américaine. Il recèle également des débris d'avions disparus de manière soudaine alors qu'ils survolèrent la zone, à l'image du vol 2501 de Northwest Airlines, qui s'est volatilisé dans les années 50. Certains désignent même cette région sous le nom de « triangle du lac Michigan », évoquant la possibilité d'activités paranormales semblables à celles que l'on impute au célèbre triangle des Bermudes. Le lac s'étend sur plus de 57 000 km², ce qui correspond à près des 2/3 de la superficie de l'Irlande. En 2024, les scientifiques sont parvenus à accéder à un autre mystère enfoui dans les profondeurs du lac Michigan, l'épave de la goélette Margaret A. Muir. Ce voilier de 40 mètres avait sombré il y a plus de 130 ans. La découverte a été rendue publique tout récemment par la Wisconsin Underwater Archaeology Association, ou WIA, dont l'équipe a localisé l'épave à 15 mètres de profondeur, non loin du rivage d'Algoma, dans l'état du Wisconsin. Construite en 1872, le Margaret A. Muir était une goélette à 3 mâts, conçue pour acheminer des cargaisons lourdes à travers les grands lacs. Son dernier voyage avait débuté comme une simple traversée de routine. Chargée de sel en vrac, elle avait quitté Bay City, dans le Michigan, à destination de South Chicago, dans l'Illinois. Mais le 30 septembre 1893, le périple a tourné au drame. Alors que le Muir approchait la ville d'Annapolis, aujourd'hui connue sous le nom d'Algoma, une violente tempête s'est brusquement levée. Le navire a rapidement commencé à prendre l'eau. Le capitaine a donné l'ordre à son équipage de l'abandonner et, heureusement, tous ont réussi à regagner la rive sains et saufs. Durant plus d'un siècle, l'épave est demeurée intacte au fond du lac, son emplacement demeurant inconnu.
Mais grâce à une combinaison de recherche historique et à l'utilisation de sonars haute résolution, les chercheurs ont fini par localiser l'épave en mai de l'année dernière. Elle est remarquablement préservée, certaines sections du pont et de l'équipement étant encore visibles. Un peu plus à l'ouest, au fond du lac Mendota, près de Madison, dans le Wisconsin, des chercheurs ont mis au jour une autre découverte spectaculaire. Ils y ont trouvé 11 canoës anciens. Selon eux, le plus vieux d'entre eux remonterait à environ 2500 avant notre ère. Si cette découverte ne vous semble pas majeure, c'est sans doute parce que vous l'abordez avec une perspective contemporaine. Aujourd'hui, une autoroute typique du Midwest serait remplie de pick-up. À l'époque, en revanche, seuls des canoës sillonnèrent la région. Ils constituaient le principal moyen de transport des cultures autochtones, utilisés aussi bien pour la pêche en eau profonde que pour le commerce et les trajets de longue distance. Ce qui a tant enthousiasmé les scientifiques, c'est qu'ils n'avaient encore jamais trouvé de preuves concrètes de l'usage des canoës dans cette région à l'époque. Et pour comprendre les cultures locales ayant occupé ces terres durant cette période, il leur fallait absolument obtenir des données sur leurs moyens de déplacement et d'échange. Cette découverte enthousiasmante a été rendue publique en mai 2024 par la Société historique du Wisconsin. Le premier canoë, que les chercheurs estiment vieux d'environ 1200 ans, a été extrait du lac en 2021. Un second a été mis au jour l'année suivante. Et à présent, des plongeurs ont repéré au moins 11 autres embarcations le long de ce qui fut jadis une ancienne rive, aujourd'hui totalement submergée. Une théorie suggère que ces canoës auraient été volontairement immergés pour éviter qu'ils ne gèlent ou ne se déforment durant l'hiver. Il se pourrait qu'on les ait entreposés au même endroit pendant plusieurs générations. Ou bien que ce site ne représente qu'une partie d'un peuplement bien plus vaste. Les historiens envisagent même la possibilité qu'un ancien village repose sous les eaux. Des plongeurs ont déjà mis la main sur des outils en pierre, comme des lestes à filets de pêche, mais le village en lui-même n'a pas encore été localisé. En réalité, même si les grands lacs accaparent souvent toute la lumière, les scientifiques rappellent que des lacs plus modestes, comme Mendota, ont aussi leur lot de récits. La Société historique du Wisconsin collabore étroitement avec les Premières Nations pour mieux reconstituer l'histoire de ce plan d'eau. Et croyez-le ou non, il existerait un troisième Stonehenge, niché sous les eaux du lac de Constance, en Suisse. Considérez-le comme une sorte de cousin aquatique du célèbre site anglais. Les archéologues ont commencé à l'identifier dès 2015, en découvrant une ligne de 170 cairns en pierre, manifestement d'origine humaine, reposant au fond du lac. Selon les scientifiques, il s'agirait très probablement d'un projet mené par plusieurs villages. Et le site des cairns aurait été utilisé à des fins collectives. Il faut dire que les structures sont impressionnantes. Certaines s'étendent sur une dizaine de mètres de large et peuvent atteindre jusqu'à 2 mètres de hauteur. La découverte la plus stupéfiante à ce jour, c'est que le site daterait d'environ 5500 ans, soit à peu près la même époque que la construction du tout premier Stonehenge. Ce qui les rapproche, ce sont notamment leur date de création et les caractéristiques spécifiques de ces monuments de pierre agencés en cercle. Les scientifiques en savent encore peu sur ce site, mais pour ma part, j'y vois un motif qui semble se répéter un peu partout à travers le globe. Pas vous? Stonehenge a exigé près de 20 millions d'heures de travail pour être édifié. À titre de comparaison, un individu lambda ne vit guère au-delà de 700 000 heures. Voici Jack, l'un des tout premiers bâtisseurs de Stonehenge. Supposons que Jack ait atteint l'âge de 80 ans, hypothèse hautement improbable, mais qui simplifie nos calculs. Si Jack avait consacré toute sa vie, de sa naissance jusqu'à ses 80 ans, à la construction de Stonehenge, il aurait fallu environ 28 générations et demie de travailleurs perpétuant cet effort pour achever l'ouvrage. C'est pratiquement impossible. Pour rendre cette estimation plus plausible, doublons ce chiffre. Après tout, Jack n'aurait sans doute pas dédié toute sa vie à charrier des pierres et il n'a certainement pas atteint un âge aussi avancé. Nous arrivons ainsi à près de 57 générations nécessaires pour ériger Stonehenge. On n'est malheureusement pas assez d'espace à l'écran pour vous présenter John, l'arrière-arrière-arrière-arrière, petit-fils de Jack, mais vous saisissez l'idée. Tout a débuté il y a environ 5000 ans, avec un simple rempart de terre et un fossé circulaire. Puis, aux alentours de 2600 avant notre ère, les bâtisseurs ont remplacé cette structure primitive par une configuration plus élaborée de rondins de bois et ont acheminé depuis le pays de Galles quelques 80 blocs de dolérite, qu'ils ont réagencés au moins 3 fois. Quelques siècles plus tard,
ils ont ajouté ces impressionnantes pierres de sarcène d'environ 25 tonnes chacune. Ces imposants blocs de grès furent transportés sur près de 30 km afin de former un cercle extérieur continu, tandis que 5 trilithes, 2 pierres dressées, surmontées d'un linteau, formaient une structure en fer à cheval en son centre. Ce chantier, s'étendant sur un millénaire, a nécessité d'innombrables années de labeur. On peut donc supposer que les ouvriers vivaient à proximité. Mais dans quelles conditions pouvaient-ils bien se loger? De nos jours, les ouvriers disposent sur place de petites habitations temporaires, si besoin. Mais de telles structures existaient-elles réellement à l'époque où Stonehenge fut érigé? Eh bien oui. Et les découvertes archéologiques récentes aux abords de Stonehenge en apportent la preuve. Des fouilles ont mis au jour une écomaison datant de l'âge de la pierre, une trouvaille d'une importance capitale puisqu'il s'agit de l'un des plus anciens habitats connus dans la région. Cette demeure mésolithique, récemment mise au jour, remonte à environ 4300 avant notre ère. Observons-la de plus près. Pour édifier les murs, les habitants de l'époque s'appuyaient sur un arbre tombé, plus précisément sur son tronc. Ces parois de bois étaient consolidées avec du silex, et ils avaient même pris soin de paver la cavité laissée par l'arbre déraciné. Quant à la toiture, ils avaient eu recours à des peaux d'animaux. Un choix judicieux qui devait offrir une protection efficace contre le climat capricieux des îles britanniques. Vous vous demandez peut-être comment ces bâtisseurs ont pu affronter les rigueurs du climat britannique, particulièrement durant l'hiver. La réponse est simple, un foyer était aménagé sur place, ce qui n'a rien d'étonnant en soi. Mais le système employé pour chauffer l'habitat se révélait particulièrement ingénieux. Placer un foyer directement à l'intérieur de la maison aurait constitué un danger trop important. Mais introduire des pierres chauffées ne présentait aucun risque. Tout en demeurant chaudes, elles ne pouvaient pas provoquer d'incendie. Elles servaient donc de réservoir thermique, permettant de maintenir une chaleur agréable durant la nuit. Pour parfaire leur aménagement, ils ajoutaient même quelques pierres décoratives. Certes, ce n'était pas Versailles, mais leur demeure possédait indéniablement une certaine élégance. Si vous pensez que cette découverte ne concerne que les habitations, détrompez-vous. Elle bouleverse notre compréhension du mode de vie de cette époque. En situant ces populations dans un cadre préhistorique essentiel, dès les débuts du néolithique, elle soulève des interrogations fascinantes sur un éventuel lien entre ces premiers habitants et les bâtisseurs de Stonehenge. Mais une inquiétude persiste. Les experts s'inquiètent du fait que ce site, ainsi que d'autres vestiges archéologiques enfouis, pourraient être mis en péril si les autorités maintiennent leur projet de tunnel visant à détourner l'A303 en la faisant passer sous ce site classé au patrimoine mondial. Bien entendu, la maison mise au jour par les scientifiques n'était pas parfaitement conservée et présentait plusieurs lacunes essentielles pour la vie quotidienne. Certains éléments avaient disparu avec le temps, tandis que d'autres étaient simplement absents. Aussi, les chercheurs ont-ils entrepris de recréer ces habitations vieilles de 4500 ans. Pour ce faire, ils ont utilisé 20 tonnes de craie, 5000 tiges de noisetier et 3 tonnes de paille. Ces reconstitutions ont été érigées à proximité de Stonehenge. Un véritable exploit lorsqu'on sait à quel point il est difficile d'y obtenir un permis de construire, même pour une simple étable. Alors, à quoi ressemblent ces maisons? Tout d'abord, il y en a 4, toutes de forme ovale. Elles reposent sur les fondations de véritables habitations qui se dressaient à cet endroit il y a environ 4500 ans, soit précisément à l'époque où l'éco-maison de Stonehenge était en construction. Les habitations sont de taille modeste, se limitant à une seule pièce. Déterminer leurs dimensions s'est révélé relativement simple, puisque la taille du toit et la hauteur des murs pouvaient être estimées à partir des fondations. Chaque côté mesure environ 5 mètres. Cependant, la structure exacte de la toiture demeure une énigme. À l'époque, plusieurs techniques à base de chaume étaient utilisées, rendant difficile l'identification précise de celle employée ici. Pour l'instant, l'hypothèse la plus probable est celle d'une toiture en paille nouée ou attachée, solidement fixée à un cadre en noisetier tressé. Lorsque le foyer est allumé, la fumée s'élève naturellement à travers le chaume. Les 20 tonnes de craie ont servi à recouvrir les sols et les murs. Cette surface blanche réfléchit la lumière du soleil et retient la chaleur du feu. Toutefois, un problème inattendu est apparu. Le sol, saturé d'eau, en a considérablement retardé le séchage. Alors que la craie aurait dû durcir en quelques jours, certaines parties du sol sont restées collantes durant des semaines, un peu comme du chewing-gum. Il ne fait aucun doute que les bâtisseurs d'il y a 4500 ans ont dû affronter des difficultés similaires, ce qui permet d'apprécier à sa juste valeur le labeur qu'exigeait la construction de ces habitations. Pour obtenir une finition lisse et presque brillante, la dernière couche d'enduit a été appliquée avec des chiffons,
conférant au mur une apparence étonnamment raffinée. L'intérieur est aménagé avec des lits et des étagères en bois et en osier, ainsi que des pots d'argile, le tout organisé autour d'un foyer accueillant. Le tout donne une impression d'espace et baigne dans une lumière naturelle qui traverse le toit de chaume avant de se réfléchir sur les murs blancs. Le mobilier tressé, quant à lui, apporte une touche d'authenticité. Des feux ont été allumés pour y préparer un premier repas. Du pain confectionné à partir de farine moulue sur une meule de pierre, juste à côté du foyer. Ceux qui l'ont goûté ont été agréablement surpris par sa saveur. Légère déception. Ceux qui ont recréé ces habitations ont un peu triché. Certes, les matériaux sont fidèles à ceux d'origine, mais les outils utilisés ne le sont pas. Ils ont eu recours à des bétonnières pour mélanger le torchis, des brouettes pour transporter le bois, et des haches en acier pour fendre les bûches près de l'âtre, plutôt que des outils de pierre. Il faut toutefois rappeler que ces constructeurs ne sont pas des experts, mais des bénévoles. Dans ces conditions, une petite entorse aux techniques d'antan semble tout à fait pardonnable. D'ailleurs, d'autres volontaires présents sur le site sont ravis de partager leurs connaissances sur les tâches quotidiennes des bâtisseurs de Stonehenge, qu'il s'agisse de moudre le grain ou de tresser des cordes en jonc. Mais ces cahutes ne sont pas les seules découvertes notables de la région de Stonehenge. Il y a quelques années, des archéologues ont mis au jour un site funéraire qui précède même la construction du célèbre monument. Ce long tumulus néolithique, daté d'environ 5600 à 5700 ans, aurait accueilli les dépouilles de certains des premiers habitants de Grande-Bretagne. Son existence a été révélée par des images aériennes montrant son empreinte caractéristique sous les cultures. La plaine de Salisbury regorge d'anciens vestiges, comprenant Stonehenge, divers tumulus et autres monuments. Épargnée par les bouleversements au fil des siècles, elle a su préserver une quantité remarquable de structures préhistoriques. Cette découverte illustre par ailleurs une transition majeure dans le mode de vie humain, marquant le passage du nomadisme à une sédentarisation fondée sur l'agriculture et l'élevage. Un mode de vie qui fait écho à celui reconstitué dans l'écomaison. Le tumulus en question s'étend sur environ 26 mètres de long et 20 mètres de large. Bien que l'érosion et l'agriculture aient fait disparaître une grande partie de sa structure émergée. Si ces caractéristiques sont similaires à celles d'autres sépultures de la région, il pourrait renfermer les restes de 30 à 50 individus, ainsi que des crânes de vaches, dont l'importance pour ces communautés anciennes ne fait aucun doute.